par contre, sont sur le mur là, mais là, tu les vois pas. J'ai entendu parler de cette collection, effectivement. Oui, bien. Bonjour, alors je suis très content d'inviter pour cette matinale, très matinale, puisqu'on commence à 9 heures du matin, le compositeur David Reyes, ici présent. Bonjour. Bonjour David, et merci à tous les adhérents et non-adhérents qui se sont joints à cette matinale. Alors c'est une matinale exceptionnelle puisque la matinale est un nouveau service qu'on a créé depuis quelques mois maintenant, réservé aux adhérents de la Maison du Film. Et le principe de cette matinale, c'est d'inviter soit un chef de poste ou soit un créateur comme David Reyes, un auteur exactement, compositeur comme David Reyes, ou le représentant ou la représentante d'une institution. Voilà, et on a invité comme ça un chef opérateur, on a invité une monteuse, on a invité des représentants de la région Occitanie, on a invité la SACD pour vous montrer un petit peu le profil des personnes qui officient dans le cadre de cette matinale de la Maison du Film. Hein, et c'est donc une façon pour nos adhérents d'échanger avec soit ces institutions, soit ces chefs de poste et de voir notamment les clés d'une bonne collaboration entre un chef de poste et un auteur, réalisateur et un producteur. Voilà. Donc, je vais faire rentrer encore les dernières personnes qui se joignent à nous. Je vois que parmi cette assistance, j'en connais certains. Il y a des auteurs, il y a aussi des compositeurs, il y a des musiciens qui sont là. Donc, c'est très bien et j'espère que ça pourra nourrir le débat. Alors, je vais animer cette matinale avec David Reyes, mais je vais faire des petites pauses où je vous inviterai à poser des questions à David et bien sûr à la fin de cette matinale aussi libre antenne pour toutes vos questions, pour en savoir plus sur la musique de film. Alors, peut-être on va commencer par une rapide présentation de David. Enfin, je vais m'en charger, mais je demanderai à David de compléter cette présentation que j'ai pu glaner sur différents sites. Et puis aussi, David, moi, je le connais depuis un petit moment parce que la première fois que j'ai rencontré, c'était dans le cadre d'une table ronde qu'on avait organisée au Festival de Pantin, que j'avais trouvé particulièrement intéressant et particulièrement sympathique. Et puis ensuite, on ne s'est pas vu, on se suivait sur Facebook comme ça. Et puis, je l'ai redécouvert dans le cadre, dans ces films, et dans le cadre d'une table ronde, une masterclass plus exactement, qu'on organise dans le cadre de la résidence de musique de film Trio, qui est donc une initiative de la Maison du Film, où vraiment il m'a subjugué. Et je me souviens d'un moment où ce que j'ai vraiment apprécié dans son travail, et je suis vraiment très, très heureux de le convier auprès de nous, c'est que David réussit dans des registres quand même quelquefois balisés, le film pour enfants, le film africain, le documentaire, la série très mainstream. Il arrive toujours à expérimenter, à proposer une création musicale spécifique, originale, bien produite et qui sort surtout des sentiers battus. Voilà, et en cela, ça m'a vraiment fasciné. Et notamment, il a réussi à me cueillir parce que il nous a présenté un extrait d'un documentaire que je ne connaissais pas. Et je découvre ce documentaire et j'en ai les larmes aux yeux tellement je suis ému par le début de ce film et la musique qu'il a réussi à composer pour ce documentaire. Donc, c'est pour ça que je suis très fier et très heureux de vous faire partager cette rencontre avec David qui va nous parler de son parcours et de son métier. Donc, David est né en 1980, ce qui fait un jeune compositeur, hein, moins de 40 ans actuellement, et pourtant… Bientôt quand même. Hein. Bientôt, mais bon, ça reste un jeune compositeur passionné de musique dès son plus jeune âge, qui est violoncelliste de formation, David. Au départ, tu as commencé par étudier le violoncelle. Ouais. Et puis ensuite, donc, tu as deux passions et tu as commencé à étudier la réalisation et la composition. La réalisation t'a amené à l'IAD, et dont tu es diplômé en tant que réalisateur. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai vu que le court-métrage que tu avais réalisé dans le cadre de l'IAD s'appelait « Je hais la musique », c'est bien ça? Oui, c'est C'est quand ça. même paradoxal pour un compositeur de musique de film. Oui, mais c'était vraiment drôle, quoi.
Tu vois, c'est l'histoire d'un garçon qui entend de la musique tout le temps chez lui parce que sa mère est prof de piano. Donc, du coup, il y a du piano partout. Tu vois, et lui, il n'en peut plus. Il veut faire de la poésie. Et en fait, à un moment, il en a tellement marre qu'il va finir par balancer sa soeur dans le piano, frapper sa mère et il sort. Et en fait, il y a de la musique partout. Ça devient une comédie musicale, tu vois, avec les oiseaux, tout ça et tout. Et ça finit qu'il tue tout ce qui fait de la musique et il finit par traverser le quatrième mur et se retrouver dans l'orchestre qui est en train de jouer en direct la musique du film avec moi qui dirigeais tu vois, et par me frapper moi et le film s'arrête du coup. Donc tu vois, il y avait une espèce un peu d'autobiographie et un peu de jeu déjà sur qu'est-ce que la musique dans le film, puisqu'il y avait des musiques comédie musicale, donc vraiment tu vois du off, mais il y avait aussi les musiques qu'on écoute dans les scènes, donc des musiques diégétiques, tout ça. Donc ça me permettait aussi déjà de tester les différentes approches de musique de film dans mon cours. Voilà. D'accord. C'était la Et donc, quand même, ton mémoire oui. portait sur la musique de film. Donc, Oui. c'était vraiment une passion, même si Ouais. tu concilies la réalisation et la composition de musique de film. Donc, tu as travaillé avec des réalisateurs aussi différents que Luc Jacquet, Souleymane Cissé, tu as de la musique donc, de Renard et l'Enfant, de Minier, de l'Odyssée de Schum. Récemment aussi, tu as obtenu un prix pour la musique que tu as composée dans le cadre des Rivières Pourpres, le prix de l'UCMF en télévision. Voilà, donc un parcours riche, varié. Tu as travaillé aussi sur des comédies, tous les genres de films, etc. Donc j'aimerais savoir un petit peu, outre ce parcours, qu'est-ce qui a fait qu'au départ, tu as pu nouer des collaborations? Je sais que tu as fait beaucoup de courts-métrages. Comment tu as réussi à t'insérer dans ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier et comment ça s'est organisé ce parcours? C'est pas toujours évident. Il y a des gens qui font des écoles et qui ont du mal à oui, des c'est collaborations. clair. Et surtout quand t'es pas pistonné, enfin genre dans ma famille, le cinéma, tu vois personne. Donc moi, je veux dire, il y avait de la musique chez moi puisque ma mère est prof de piano, ma sœur est pianiste. Donc c'était un milieu de musique classique piano. Donc pas du tout ce que je voulais faire. Parce que moi, j'ai voulu faire vraiment de la musique de film en découvrant Eric Serra, Cinquième élément et tout, tu vois. Donc on était dans une autre planète quand même. Et c'est vrai que je me suis dit au début, je vais apprendre à faire des films, comme ça je m'engagerai pour faire mes musiques. C'est pour ça que j'ai fait l'IAD. Et puis en fait, j'avais envie limite que le tournage soit terminé pour faire les musiques. Donc je me suis dit, voilà, ma vraie passion, c'est pas de réaliser. Cela dit, ça m'a permis d'apprendre le montage, le mixage, tu vois, donc d'être dans la matière film, donc ce qui m'aide maintenant toujours pour travailler, parce que je pense que voilà, tu vois, je suis peut-être un peu plus dans l'intérieur du film quand je travaille. Mais bon, voilà, du coup, à un moment, à force de tourner autour du pot et de se dire, c'est pas comme ça que ça va marcher, je suis parti à Paris pour suivre une classe. À l'époque, c'était la seule qui existait, c'était à l'école normale. Il y avait Patrice Mestral, qui a travaillé avec François Truffaut, notamment, et qui donnait une classe de musique de film, donc une fois par semaine, on avait des travaux à lui présenter, voilà. Et la classe était intéressante parce que ça faisait un recul, de toute façon, sur mon travail par quelqu'un d'expérimenté. Et surtout, ça m'a donné l'impulsion pour me dire, bon, je vais partir de Belgique où il n'y a un peu rien sur la musique de film, c'est pas avec les frères Dardenne qu'on va bosser. Je vais aller à Paris, qui est pas trop loin, et en même temps, ça, tu vois, c'est pas comme maintenant, c'était en 2003, tu vois, il n'y avait pas aussi facilement Internet et tout, donc du coup, il fallait quand même partir, et puis j'avais envie de partir, de toute façon. Et c'est vrai que je me suis dit, là, j'ai commencé un peu à démarcher avec des musiques que j'avais écrites dans mon coin, avec les trucs que j'avais fait à l'IAD, puisqu'il y avait les musiques de mes courts-métrages, mais aussi j'avais fait parfois des musiques pour d'autres collègues. Et puis, en même temps, j'avais fait des musiques des musiques classiques, mais pour un festival qui s'appelait La musique et la mer. À l'époque, c'était à Antibes. C'était en 99, 2000, 2001. J'ai eu 3 fois le prix de la ville d'Antibes avec des pièces. Et du coup, là, j'ai rencontré aussi des réalisateurs de documentaires animaliers, notamment un qui, en fait, donnait cours à Louvain-la-Neuve, donc la ville où j'étudiais le cinéma. Il donnait cours, lui, à l'université de biologie. Et il faisait des films sur les animaux marins, le requin-baleine, tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des musiques pour lui, des petits trucs de 4-5 minutes, tu vois. Mais mon premier réalisateur, c'était lui quand même. C'est la première fois que je faisais une musique pour quelqu'un. Et pareil, j'avais ça dans ma sacoche. Donc, ça faisait quand même déjà de la musique sur l'image à montrer, tu vois. Voilà, je veux dire, pour moi, mon premier court-métrage, c'est Les requins-baleines. J'avais 18 ans et voilà. Bon. Et donc, en fait, sur Paris, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai à la fois travaillé au Grand Rex, ça c'était cool parce que j'étais quand même dans le cinéma, il y avait des avant-premières, tout ça, donc je pouvais rencontrer des gens. Donc, c'était agréable comme contexte. Et surtout, ça m'a permis de me rapprocher aussi des écoles de cinéma. Là, je suis allé beaucoup à l'ECAR, à l'ESRA, faire des musiques pour des copains qui faisaient de la réalisation. Et donc, c'est vrai que là-dedans, il y a quasiment personne actuellement qui fait vraiment du cinéma.
Mais par contre, j'ai fait une quarantaine de courts-métrages comme ça. Et donc, pareil, ça me permettait à la fois d'avoir un peu un portfolio et en même temps, ben, moi, d'apprendre mon métier et d'expérimenter à la fois la relation avec les réals. Parce que même si c'est des réals étudiants, ça reste des réals, c'est-à-dire je veux ça ou je veux pas ça, je sais pas ce que je veux, et donc il faut essayer de les aider à trouver ce qu'il faut comme musique pour leur film. Moi, bah, d'affiner mon écriture, mon rapport à l'image, essayer de trouver aussi ce que je voulais faire, parce qu'au début, on est un peu on est influencé par ce qu'on connaît et ce qu'on aime. Tu vois, j'ai John Williams, etc. Donc au début, je fais du faux orchestre, des trucs pareils. Puis après, je commence à chercher un peu qu'est-ce qui me parle moi, et je sais déjà que malgré l'admiration que je porte à John Williams, je n'ai pas envie de John Williams 2, tu vois, j'essaie de trouver une écriture un peu différente, par exemple, parce qu'elle me parle plus. Mais ça, Est-ce que tu veux, David, je t'arrête juste parce que oui. pour certains d'entre nous, enfin les gens d'image, faux orchestre, ils comprennent peut-être pas Alors, nécessairement ce faux que tu veux orchestre, dire ça par veut dire là. que, ben, en fait, on est obligé de travailler quand même globalement avec des synthétiseurs et avec des instruments virtuels. Évidemment, au Voilà. début de la carrière, on a un Casio, tu vois, un synthé à 300 balles. Plus tu avances, plus tu peux t'acheter des banques un peu mieux et faire des trucs qui sonnent un peu mieux. Ça reste des faux musiciens, c'est-à-dire que ça ne remplace quand même pas un vrai violoniste qui va jouer. Par exemple, si tu prends même un très bon son de violon, je ne sais pas, chez CD Samples ou n'importe où, tu peux faire des articulations, tout ça, et c'est vrai que j'en connais, moi, je vois, qui programment super bien, tu vois. Mais moi, déjà, passer 6 mois à programmer des sons, c'est pas ce que j'ai envie. Et en plus, j'ai quand même envie du contact du musicien. Donc, en gros, le truc, c'est qu'on n'a souvent pas beaucoup de sous, notamment en télé et en court-métrage. Et donc, souvent, on nous demande de faire, tu vois, par exemple, un réalisateur va mettre sur un montage un extrait d'une musique de, je sais pas, du Seigneur des Anneaux, il va me dire, je veux ça, et il y a 300 euros, et tu vas lui dire, avec mes synthés, je vais essayer de faire un truc, mais ça va quand même pas être pareil. Et c'est là que je parle de faux orchestre, c'est-à-dire que on essaye de faire un peu des cordes et des cuivres pour faire, voilà, mais ça va quand même sonner bah, pas vrai, quoi. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'au début, ben, on fait tous, parce que d'abord, ben, on a envie de faire de l'orchestre sans l'avoir, et puis parce que c'est important d'apprendre à bien programmer des maquettes, parce que même après, dans le travail, quand on travaille avec des réalisateurs, et même si après, il y a un enregistrement derrière, le réalisateur, il va vouloir entendre un peu à quoi ressemble la musique, donc il faut lui proposer une maquette qui sonne un peu crédible quand même. Tu vois, donc apprendre à programmer. Mais après, bah, voilà, il faut à un moment dire aussi, bah, attends, s'il y a 500 euros, on ne va pas enregistrer un orchestre symphonique. Donc, il vaut peut-être mieux écrire pour 3 musiciens bien que d'écrire du synthé moche. Donc, c'est toutes des choses qui viennent en réflexion après. Et je sais que j'ai dévié, je pense, de ta question, mais tu parlais de faux orchestre. C'est ça. C'est donc le synthétiseur. Et au début, bah, quand tu démarres et que tu n'as rien, tu as un synthé avec les sons qu'il y a dedans et tu fais avec ça, quoi, à peu près. Et moi, avec mon violoncelle, du coup, je pouvais au moins jouer ça quand même. Et dans ce parcours d'intégration du métier, que t'a apporté ta formation à l'école nationale normale de musique quels outils tu as glanés, ou alors est-ce qu'on apprend tout sur le tas, quoi? Alors, les outils, pas beaucoup parce Quel est que… le plus par rapport à quelqu'un qui… Parce qu'il y a des compositeurs qui n'ont pas fait d'école Ouais, de musique, hein, qui sont plutôt des ingénieurs du son qui sont venus, ou ouais. des musiciens, des musicos, comme on dit, hein, Ben, qui se mettent à la musique de film, très à la mode en ce moment. ce Et qu'il y a voilà. maintenant, Quel est le plus que tu apportes, toi? alors, ce qu'il y a de bien dans les formations qui existent maintenant, c'est que tu as notamment tout l'aspect, je vais dire technique déjà, qu'on peut apprendre, c'est-à-dire à utiliser des logiciels comme, tu vois, Cubase ou Logic, apprendre justement à programmer un peu des banques de sons et des choses comme ça. Tu peux apprendre ça en école, c'est déjà du temps de gagner d'apprendre avec quelqu'un qui va te montrer comment faire et tout, parce qu'au début, si tu as ton logiciel en plus en anglais, tout ça, il faut un peu tâtonner, bon voilà. Donc déjà, on peut apprendre ça, faire des exercices un peu de style, des trucs. Et puis, c'est de toute façon bien d'avoir le recul de quelqu'un sur ce qu'on est en train de chercher. Parce que dans le métier, de toute façon, tu travailles pour un réalisateur, plus un producteur, plus une chaîne de télé, plus après, il y a quand je fais de la série télé, j'ai 25 personnes qui donnent leur avis sur la musique. C'est parce que c'est un organigramme, tu vois. Donc déjà, en école, on peut déjà apprendre aussi à avoir différents retours, c'est-à-dire moi, j'avais créé une formation en Belgique. Là, bah, du coup, moi, j'ai arrêté et je vais essayer de créer à Strasbourg quelque chose. D'ailleurs, on crée une académie de printemps. Mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que j'allais une fois par mois pour donner une sorte de masterclass. C'est-à-dire j'arrivais en donnant un film à composer aux élèves. Et le but, c'était pas de leur dire ce qu'il faut faire, c'était de leur dire bah, faites quelque chose et puis on en parle. Et l'idée d'essayer de leur déclencher, de trouver chez eux l'idée qu'ils veulent exprimer, en fait. Et en fait, pour ça, ben, la classe, par exemple, réagissait collectivement, c'est-à-dire qu'il y avait déjà 8 avis différents sur leur travail, plus le mien, plus après l'avis d'un jury. Mais tout ça,
tu glanes un peu ce que tu penses intéressant dans les avis extérieurs pour te construire. Moi, je trouve que c'était un plus. Dans mon cas, on avait un professeur unique qui était encore au magnétoscope et au chrono. Donc, du coup, on n'était pas techniquement avec lui. Il était papier-crayon. Hein. Donc, là, j'ai appris tout moi-même sur la technique. Par contre, voilà, il me donnait des défis pour la semaine d'après. Bah, tiens, voilà une scène, tu l'as composé ceci. Et puis là, voilà un autre film, machin. Et c'est vrai que d'avoir des défis et d'avoir quelqu'un qui te dit, bah, tu vois, si tu avais fait peut-être ceci, est-ce que tu ne penses pas que tu aurais pu peut-être faire ceci? Et ça pousse à la réflexion. Je n'aurais pas trouvé toutes seules ces pistes. Et je sais que sur ma formation, je n'ai pas appris à écrire de la musique de film avec lui, mais par contre, il y a un moment, il m'avait donné un documentaire et j'ai commencé à écrire en modal un peu répétitif à la Steve Reich, dont j'étais assez fan et dont je suis toujours. Modal, tu peux nous traduire? Alors, modal, c'est-à-dire, c'est pas le langage harmonique comme on peut l'avoir en musique avec, je sais pas, Chopin, Ravel, etc. C'est-à-dire que modal, c'est une sorte de, de gamme un peu où on n'a pas les mêmes références que l'harmonie classique. Voilà, par exemple, on part sur le mode de Ré et puis alors du coup, les altérations sont déplacées différemment, etc. Mais par contre, chez Steve Reich notamment, c'est ce que je découvrais en écoutant, c'est que à la limite, si tu es dans le mode un tel, toutes les notes peuvent aller ensemble à peu près, tu vois, contrairement à l'harmonie où parfois tu as un accord de do majeur, tu vas mettre, je sais pas moi, un si bémol qui n'est pas voulu, ça peut être frotté. Enfin, je vois Sylvain Morizet dans l'assistance qui pourrait expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais je veux dire, voilà, je découvrais en tout cas que c'était une autre clé pour écrire que l'harmonie classique que j'avais apprise. Et en fait, ça m'a débloqué quelque chose que je fais toujours parce que j'aime bien avoir une base de musique répétitive, comme peut l'avoir par exemple Alexandre Desplat aussi, qui pareil, il est influencé par des compositeurs aussi comme John Adams, qui sont des compositeurs répétitifs, mais avec des mélodies, avec des développements différents de la musique répétitive. Mais il y a des choses voilà, qui sont venues me nourrir. Et en fait, moi, ça a été à force de travailler sur un truc dans le cours que j'ai trouvé cette clé-là qui m'a ouvert vers autre chose, par exemple. Tu vois. Donc en fait, si j'avais pas fait ce cours, peut-être que j'aurais pas trouvé cette clé-là, par exemple. Donc une formation, voilà, je pense que la formation ne va pas dire, quand tu vas sortir de là, tu sauras écrire la musique de film. Par contre, je pense qu'une formation peut te mettre des défis qui te permettent déjà de tester différents types de films. Par exemple, une semaine, tu fais un film d'horreur, le mois d'après, tu fais une comédie, etc. Et finalement, quand tu arrives après à te jeter dans le métier, tu as déjà quelques tests que tu as pu faire et du coup, tu es peut-être moins devant un mur, tu vois. Il y a peut-être des choses qui ont été testées en cours, en fait. C'est comme ça que je vois le truc. D'accord. Donc, les formations actuellement, hein, c'est le Conservatoire national supérieur de la musique et de la danse de Paris, de Lyon, le Ouais. MAV de Lyon. Il y a des conservatoires aussi. Je sais Oui, qu'il y a une époque, il y avait dans le 12e Jean-Michel Bernard. oui Qui ben, ça avait, existe toujours. C'est Emmanuel ça existe Dorlando toujours. notamment qui a pris la Emmanuel place. d'Orlando, très bien, oui, que je connais. Il y a d'autres formations comme ça pour permettre aux réalisateurs d'identifier Alors, les je sais qu'il écoles. existe des choses avec l'AFDAS notamment. Je sais qu'il y a des stages d'une semaine de musique de film parce que je connais l'ingénieur son qui s'appelle Pierre Brien qui travaille là-bas. Je crois que c'est Arnaud Debuchy qui s'en occupait. Où, D'accord. tu commences le début de la semaine, puis à la fin, tu as un orchestre pour enregistrer la petite scène que tu as faite. Enfin, voilà, c'est un peu un truc comme ça. À Strasbourg, je sais que Will Production fait des formations et moi, j'en crée une avec le No Limit Orchestra. Pour le moment, ça va être pareil, c'est un stage fin février. Où je donne un court-métrage en début de semaine et en fin de semaine, on enregistre avec un orchestre et le réalisateur vient en jury et on fait ça aussi des concerts. Donc, du coup, c'est sur une semaine montrer un peu qu'est-ce que c'est que composer sur un cours et on va essayer de faire cette formation plusieurs fois et idéalement de le développer en académie, ça serait mon but, mais il faut le temps de créer, quoi. Tu vois, il n'y a rien. Ouais. Mais Et donc, puis voilà, il y a des choses qui se Olivier mettent en place. Militon aussi, qui a une classe à Oui, Annecy, enfin, qui avait une voilà, classe à il y a Annecy, quand même des s'il a initiatives toujours. qui se mettent en place comme ça, qui sont, je trouve, de toute façon, c'est toujours utile. Ça rejoint un peu, moi, et là, je rebondis sur quand tu me demandais comment on intègre le truc. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'était la SACEM, justement. Quand je suis arrivé, en plus, en tant que Belge, tu vois, je suis arrivé en France, je connaissais rien, et la SACEM a fait quand même des trucs formidables, comme il y a les choses avec la Maison du Film, Trio, on en parlait tout à l'heure, tout ça, mais il y avait aussi les résidences au Moulin d'Andé, il y a aussi les masterclass, par exemple, à Angers, par exemple, à Aubagne. Je les ai fait, j'en ai fait beaucoup. Il y a Émergence, qui est un dispositif quand même aussi très important. Et moi, j'en ai fait pas. Enfin, la SACEM m'a beaucoup convié en fait dans des dispositifs comme ça. Quand je leur disais ce que je voulais faire, ils me disaient bah tiens, voilà, tu vas faire une semaine avec Bruno Coulet là-bas. Tiens, à Angers, il y a Philippe Rombin une semaine. Et du coup, on est sélectionné, on est 5-6. Et pendant une semaine, on travaille avec un compositeur. On monte nos travaux, il nous explique lui sa formation et tout ça. Et en fait, tout ça était très très riche parce que, par exemple, je me souviens que déjà
moi, ce qui a été décisif aussi, c'est une masterclass que la SACEM avait organisée au Festival d'Auxerre, qui n'existe plus. Mais à l'époque, il y avait donc le Festival de musique de film à Auxerre. Et il y avait à côté de ça un compositeur qui, pendant une semaine, prenait donc des élèves pour travailler avec. Et là, moi, j'étais tombé sur l'année de Laurent Petit-Girard en masterclass. Et donc, il nous avait fait travailler d'abord sur des trucs. Et puis après, il nous avait donné une scène d'un ami parfait, un film qu'il avait fait. Et le but, c'était qu'on compose pour orchestre et qu'à la fin, toutes les séquences d'un ami parfait étaient jouées avant le concert de Francis Lay en public. Donc, il y avait 4000 personnes. Et donc, du coup, on était les 6 il y avait les 6 scènes qui passaient avec notre version. Laurent Petit-Girard disait un petit mot de chacun. Et puis, voilà, on avait été joué en public. Et en fait, moi, quand ma version était passée, le producteur de La Marche de l'Empereur était dans la salle, et parce qu'il était jury. Et après, il est venu me trouver en me disant, ah, c'est vachement bien, il faut qu'on se revoie et tout et tout. Et puis après, un an après, j'ai commencé à travailler pour Bonne Pioche, puis il y a eu Grenard et l'Enfant, etc. Et ça, c'est grâce à la masterclass quand même, tu vois. Donc, c'est vraiment... Alors, je pense que c'est pas la masterclass qui m'a donné les contrats. Je pense que j'étais à un niveau pour que ça coïncide, mais sans la masterclass, je ne les aurais pas rencontrés. Donc, du coup, c'est vrai que ça, il faut reconnaître que la SACEM a un tas de dispositifs qui sont très, très utiles pour les jeunes compos et qui sont super motivants, quoi. Et tu vois, aussi, pareil, grâce à une masterclass où j'ai rencontré Bruno Coulet, après, j'ai pu aller sur l'enregistrement de La Planète Blanche et donc voir comment il travaillait avec les chœurs et tout ça. Tout ça sont des trucs très précieux pour après, quand tu veux faire le métier, tu peux te dire, ah, il avait fait ça comme ça. Et j'ai énormément appris. Et puis, avec la bienveillance aussi de gens, même comme Gabriel Yared, qui avait pris le temps d'écouter mon disque de démo, qui m'avait vu le soir pour me dire ce qu'il en pensait. C'est des trucs très importants. Quand tu démarres, tu connais personne, que tu admires des gens que tu ne sais pas. Et je trouve que tout ça, en fait, m'a beaucoup aidé, quoi. Donc, ces dispositifs de mise en lumière initiés et soutenus par la SACEM sont des très bonnes occasions de rencontres professionnelles. Hein. Oui, C'est parce ce que tu veux nous dire. tu as déjà la rencontre avec des professionnels qui travaillent, donc ça, c'est chouette. Et tu as en plus, dans les dispositifs où, en plus, quand c'est comme émergence ou trio ou quoi, quand ça met en lien des compositeurs et des réalisateurs et des producteurs, par exemple, là, c'est clairement une occasion rêvée pour nouer des contacts. Et même si le projet n'aboutit pas, ça reste des contacts qui connaissent d'autres contacts. Donc, en fait, c'est un métier où on doit aussi se créer un réseau parce qu'on travaille avec des gens, en fait. Si je voulais travailler tout seul, je ferais des symphonies, je ferais de la musique contemporaine, on ferait pas, toi. Mais moi, j'ai aussi choisi le cinéma pour le côté collaboratif. Et du coup, c'est ça ces dispositifs, quand même, facilitent la mise en rencontre de personnes avec des intérêts communs, quoi. Donc, c'est quand même... Et Aubagne, pour ça, est un festival très chouette, par exemple. Il faut y aller même limite pour boire un verre, parce que forcément, tous les compositeurs y vont quasiment. Donc, en fait, tu rencontres très vite des gens avec qui parler. Et ça permet aussi d'essayer d'intégrer le milieu par un côté humain, quoi. Parce qu'il n'y a pas que le travail en musique de film, il y a aussi la relation qu'on crée avec les gens. Et alors, comment se constitue une méthode de travail pour travailler avec des réalisateurs? Alors, je sais que tu as fait beaucoup de courts-métrages, etc. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris dans le court-métrage, dans ton travail, pour aborder un film? Est-ce que tu travaillais déjà dans le court-métrage beaucoup au niveau du scénario ou est-ce que tu intervenais toujours au niveau une fois que le film était monté, au niveau des images? Et comment tu abordes le travail en amont avec un réalisateur par rapport au travail à partir des images, quoi. Est-ce que il y a des compositeurs qui disent je ne peux pas travailler à partir du scénario ou j'adore travailler des scénarios, voilà quoi. Ça dépend un peu. En fait, déjà, ça va dépendre du projet. Si on est venu te chercher parce que, oulala, j'ai pas de musique, j'ai plus d'argent, j'ai personne, il me reste un mois, et est-ce que tu peux le faire? Tu te doutes que tu arrives très tard et qu'on se débrouille. À l'inverse, un réalisateur qu'on connaît un peu, tiens, je prépare mon nouveau film, j'ai écrit le scénario, est-ce que tu veux le lire? Forcément qu'on va s'impliquer au scénario, puisque à la limite, il va vouloir nous impliquer lui plutôt. Moi, ça dépend. J'avoue que je suis plus sensible au film qu'au scénario, parce que aussi par mes études de réalisation, j'ai été sensible à la lumière, au jeu des comédiens, au timbre, à la façon dont ils marchent, au rythme des plans, tu vois, il y a tout ça qui, en fait, me parle dans mon travail. Et c'est vrai que, limite, je suis plus moi, je peux être très efficace sur un film terminé. Même quand je fais un épisode des Rivières Pourpres, j'ai 4-5 jours pour faire un épisode de 50 minutes, tu vois. Donc, je veux dire, mais le film, il est validé, monté, terminé, etc. T'y vas, quoi. Mais je sais que je suis efficace. À l'inverse, quand j'ai un scénario, je sais que je mets plus de temps parce que forcément, il n'y a pas les images et qu'en plus, parfois, tu imagines le film en lisant le truc, puis tu vois, puis ça ne correspond pas, etc.
À contrario, quand j'ai un scénario, je peux proposer des idées en amont, un thème, quelque chose que le réalisateur peut prendre avec lui, limite pour le tournage, et même pour le montage. Et ça a un effet bénéfique, c'est qu'il peut commencer à monter avec des maquettes qu'on aura faites en amont. Et donc, éviter de me sortir, j'ai mis Star Wars, j'ai mis Seigneur des Anneaux et je veux ça, tu vois. Mais plutôt, tiens, j'ai mis ton morceau là et je trouve que c'est pas mal. Ou bien, tiens, tu avais pensé à ce morceau-là, mais moi, je l'ai mis là et je trouve que c'est mieux. Tout ça, c'est chouette parce qu'on travaille directement avec ce que j'ai pensé pour le film, puisqu'on l'a fait en amont. Et du coup, on évite le côté ouh là là, j'ai mis une musique temporaire, j'y suis tellement habitué, c'est tellement génial que je ne peux pas l'enlever. Parce que ça, c'est le gros, gros danger qu'on rencontre. Donc, j'aime bien essayer d'être impliqué plus tôt, ne serait-ce, même si ce n'est pas pour faire de la musique tout de suite au scénario, mais c'est plus pour dire au réalisateur aussi tu sais, je suis ton collaborateur, je veux t'aider à faire le film, je ne suis pas là pour à la fin venir te le pourrir avec une musique. Et donc, du coup, si tu m'en parles plus tôt, je vais peut-être t'aider à le trouver ton film, en fait. Parce que je pense qu'on est là pour aider aussi le réalisateur à faire le meilleur film possible. Je ne suis pas là pour le gâcher quand même. Pas... Donc, si on est impliqué plus tôt, on peut faire ça. Et comment on aide un réalisateur à trouver un film? Quels sont tes outils par rapport à ça? Est-ce que tu lui fais écouter des musiques? Est-ce que tu Alors, parles beaucoup avec lui? Tu fais un travail un peu de psychanalyste, voilà, le d'enquêteur? travail de psy, c'est 90% du travail dans le métier en manière générale. J'ai l'impression, je pense que je fais 10% de musique et 90% de psy. Mais si c'est sur le scénario, l'avantage, c'est que je suis en retour. Donc déjà, lui, voilà, il a écrit un truc, il l'a dans sa tête, moi, je ne le connais pas. Donc déjà, si je lui dis et que je lui dis ce que j'en pense, ce que j'ai compris, ce que j'ai aimé, ce que peut-être je suis moins sûr, ou voilà, ça lui fait de toute façon un retour, il va peut-être se dire, ah tiens, c'est marrant que tu n'aies pas compris ça, je vais retravailler. Bon, déjà, c'est toujours bien. Au niveau de la musique, après, je vais lui dire, oh, tiens, j'ai pensé à... Et alors, soit je vais lui dire, j'ai une idée de thème, et je lui fais une maquette et je lui fais écouter. Soit ça m'est arrivé, parfois je voyais un film et en fait je voyais vraiment une musique à la Mr. et Mrs. Smith de Powell. Tu vois, en lisant le truc, j'entendais ça. Et donc je lui ai dit, ben tiens, je penserais à une musique un peu dans ce style, tu vois, de Mr. et Mrs. Smith. Et d'ailleurs, le réal m'avait dit, ah, ben, c'est marrant parce qu'en l'écrivant, j'ai pensé à la même chose. Donc on s'est dit, bah, au moins, on sait ce qu'on veut et on est parti là-dessus. Après, est-ce que c'est pas risqué aussi de faire ça? Parce qu'il y a des réalisateurs ou réalisatrices. Moi, je me souviens qu'on avait invité une réalisatrice à Trio et elle nous disait comme ça, j'ai horreur du piano. Donc, Ouais. t'imagines, tu arrives, tu ne sais pas ça, tu lui présentes, tu lui fais écouter un truc avec du piano, elle te dit, je déteste. Et tu ne sais même pas pourquoi elle déteste, etc. Bah, je le Donc, remplace par la est-ce qu'il guitare. faut... Ouais, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aussi sonder le réalisateur ou la réalisatrice sur ses goûts musicaux pour connaître un petit peu ce qu'il aime, ou alors ça ne sert pas à Alors, grand-chose? c'est toujours intéressant de toute façon de sonder le réalisateur sur ce qu'il aime. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut déjà créer aussi un rapport de confiance avec le réal. Parce que je sais que je crois qu'on est vraiment le métier qui fait le plus peur au réalisateur. Parce qu'en fait, un réalisateur sur un plateau, il peut dire à un chef décorateur que la plante là, elle est verte, elle est pas belle, que le truc rouge là, ça va pas, il faut que ce soit bleu. Enfin, tu vois, on peut contrôler ça. On peut dire aux acteurs qui jouent trop hystériques, trop pas assez. Enfin, la musique, tu peux pas dire à un musicien, j'aime pas là ta clarinette, il faut que tu mettes du hautbois, ça marchera mieux. Parce que c'est pas vrai. C'est une histoire. La musique est quelque chose d'extrêmement subjectif, c'est-à-dire une musique va le toucher ou pas. Il va voir le truc et il va dire ça me parle, ça me fait pleurer, ça me fait rire, voilà. Ou non, je ne suis pas dedans, je ne suis pas avec lui. Mais il ne saura pas dire mais c'est à cause que tu as mis un La majeur et que tu as mis. C'est pas ça, quoi. Donc, du coup. Sauf s'il est lui-même, parce que ce n'est pas toujours un cadeau, musicien, parce qu'il y a des Ouais, réalisateurs qui sont musiciens. alors c'est Donc, vrai, mais alors là, pas simple. soit s'il est musicien, il va vouloir un peu mettre sa main dans la musique. Tu vois, Nicolas Bedos qui écrit les mélodies, et puis bon, pourquoi pas, hein, à la limite, tu collabores avec lui. Soit tu vas limite lui demander s'il te dit que tout ce qu'il fait ne va pas, tu vas lui dire bah, alors, pourquoi tu ne le fais pas? C'est qu'il y a un truc, c'est qu'il y a une alchimie qui ne se fait pas, mais a priori, si on vient te chercher, il doit y avoir une raison. Bon. Mais je pense que c'est rare quand même les réalisateurs musiciens qui vont te dire que c'est ma clarinette le problème, sauf si effectivement ils détestent la clarinette. Bon, bah là, on peut mettre autre chose, mais je pense que voilà, c'est vrai que la musique étant donc quelque chose d'un petit peu flou pour un réalisateur, bah, ça lui fait un peu peur de se dire, oulala, on va mettre de la musique sur mon film, mais c'est vrai que ça peut tout changer. Tu peux mettre une scène sans musique, elle a une émotion d'une certaine manière. Tu mets une musique dessus, soit c'est merveilleux, soit ça la fout par terre parce que ça devient tout d'un coup mélo. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très puissant, la musique. Donc l'intérêt de créer un contact tôt, c'est aussi de le rassurer, de devenir son ami, de connaître ce qu'il aime, de partager ses goûts, pour aussi qu'il se dise, bah voilà, il va m'épauler, tu vois, parce que quand même, on travaille mieux quand on est en confiance et qu'on est rassuré, quoi. Et donc, du coup,
par rapport au fait que tu me demandais si c'était dangereux de faire écouter des musiques ou tout ça, ce qui est dangereux, c'est de mettre un morceau sur un montage parce que dès le moment où tu cales une musique sur une image et si ça a le malheur d'être synchro, là, on est dans la merde. Mais si c'est avant tourner, d'écouter des trucs en disant, bah, t'as vu, par exemple, dans ce film, il y a un morceau, je trouve ça chouette. Ah ouais, j'aime bien. Bah, c'est juste c'est une façon d'aborder un dialogue. C'est pas pour ça qu'on va le recopier, mais ça permet. Tu vois, si j'explique à un réalisateur, ah ben, j'imagine des harmoniques et qu'il ne voit pas ce que c'est, je lui prends un extrait je sais pas, sur mes lèvres de Desplat où c'est plein d'harmoniques au violon. Il entend le son et il comprend, par exemple, tu vois. Ouais. Et je lui dis, ben voilà, tu vois, quelque chose d'un peu fragile comme ça et tout. Et puis après, on ne va pas les coller sur mes lèvres, mais il a pu entendre quelque chose. Donc ça, Il c'est faut ça. illustrer le propos, c'est ça que Oui, tu nous dis. le but, Hein, c'est d'essayer on d'être le moins nébuleux possible quoi, dans les attentions qu'on a. Parce que si je lui dis, j'entends une musique avec des harmoniques, bah, je préfère lui faire entendre un exemple pour qu'il lui dise voilà, un truc un peu comme ça, où on a l'impression que ça va se briser, par exemple. Et Parce que ça, il comprend. le problème, effectivement, c'est que nous, gens de l'image, et vous, gens de la musique, on n'a pas le même vocabulaire. Donc, Ouais, tu nous parles d'harmonie, on comprend plus ou moins les choses, mais oui. ça n'a pas les mêmes. Bah, c'est pour ça que faire entendre quelque chose est toujours mieux, quand même. Ouais, voilà. C'est pour ça que moi, je trouve toujours intéressant, quand je fais un essai sur un film ou quoi, de faire un test avec une mélodie, quelque chose, juste pour dire, ben voilà ce que j'ai en tête, comme ça. Et parce que si on voit que c'est pas du tout ça, à la limite, j'en fais un deuxième. Si c'est pas du tout ça, c'est que je vais dire, bah écoute, c'est que, tu vois, je suis peut-être pas la bonne personne parce que voilà. Et à la limite, si je fais un morceau et qu'on dit, ah, t'as quand même bien compris le truc, on va se dire, ok, bah voilà, on va pouvoir y aller. On a une base, quoi. Parce que à un moment, la musique, il faut en parler, mais faut l'entendre, quoi. Mhm. Et moi, j'ai besoin aussi de faire concrètement quelque chose. Je peux te parler pendant 6 mois de mes intentions, mais après, quand j'ai commencé à faire le morceau, je vais voir si ça marche ou pas. Donc, il vaut mieux que je le fasse tout de suite, comme ça, je verrai si je me plante ou pas, quoi. Est-ce que tu peux creuser cette idée-là qui m'intéresse beaucoup que la musique fait peur aux réalisateurs ou aux Ouais. producteurs? Pourquoi? Est-ce que toi, tu as eu l'impression quelquefois que tu faisais peur avec ta musique à un réalisateur? Parce qu'il y a une histoire peut-être de pouvoir aussi. Est-ce qu'on n'a pas peur que la musique prenne le pas sur les images, etc. Qu'est-ce que tu peux nous Alors dire ça, de plus déjà, sur cette cette... phrase-là, c'est ce qui revient tout le temps. J'ai peur que la musique prenne le pas sur mes images, j'ai peur que ça fasse trop d'émotions, j'ai peur qu'on n'entende pas mes dialogues, machin, machin. Il y a trop de Et, notes. oui, ah bah oui, parce que là, en plus, on est de plus en plus minimaliste. Hein. Limite, quand je fais 3 notes, il y en a 4 de trop. Donc, il faut, voilà. Et en plus, on est en France et on est dans une école où on mixe la musique en dessous du reste quand même. C'est-à-dire que si tu as des bruits de ville et un pigeon qui fait caca de rue à côté, il faut qu'on l'entende. Par contre, la musique, pas trop, parce que oulala, si elle est forte. Alors que ce qui est drôle, et là, je me suis fait la réflexion justement hier, parce que je viens de terminer le jeu de la dame sur Netflix, qui est quand même superbe et tout. Et franchement, quand il y a des scènes d'échecs et tout, la musique est fond de balle, quoi. Il y a de la musique, et tu entends juste les pions, puis tu n'as rien d'autre. Tu n'entends pas les gens qui font tout ça, tu vois. Il y a la musique, et la musique, je trouve qu'elle n'en fait pas trop. Je trouve que, voilà, bon. Et je viens d'avoir, voilà, et puis là, je pense à certains mixages, par exemple, même dans certains épisodes des Rivières Pourpres ou des trucs comme ça, où il y a des scènes qu'on avait maquettées, validées avec une musique assez forte, tu vois, style le suicide d'un personnage ou ce genre de truc. Et puis je reçois l'épisode mixé pour faire la Q-Sheet, et je vois qu'en fait, la musique, elle est en dessous, comme si elle était limite dans la pièce derrière, mais que par contre, on entend le vent super fort, et pour moi, du coup, la scène ne fonctionne plus parce qu'on a l'impression que limite, c'est un disque qu'on a mis derrière, alors que c'était presque de la musique à fond, tu vois, pour vraiment être dans le truc, et puis ça s'arrêtait net, tu vois, bon. Et donc là, bah, je suis tombé donc sur les fameux mixages où on se dit musique en dessous, puis alors il y a du vent parce qu'il fait froid, tout ça. Oui, mais se pose la question de qu'est-ce qui est narratif. C'est-à-dire que je pense que si on écrit une musique, ou même limite on en fait presque un peu trop parce que le personnage se suicide et qu'on décide de l'arrêter brutalement, par exemple, tu vois, qui est un effet brutal de retour à la réalité. Tu fais presque de la musique un peu too much parce que on avait voulu créer quelque chose de très emphatique, etc. À côté de ça, j'ai un son de vent monocorde qui fait chut pour dire il fait froid. Si je veux raconter une personne désespérée qui va se suicider, je m'en fous qu'il fasse froid. Par contre, j'ai envie de ressentir ce qu'elle a à l'intérieur, ce qui était le but de la musique, ce qui était la démarche qu'on a faite avec le réalisateur. Et donc, je ne comprends pas qu'à la fin, au mixage, bah, ça a été mixé comme ça, par exemple. Et donc, effectivement, je pense qu'est arrivé le stade où je ne suis pas là, où les gens se sont dit, producteurs, tout ça, se disent peut-être, oula, oui, la musique, attention, quand même, il ne faut pas qu'elle en dise trop, donc en dessous. Et en fait, il y a cette peur de jouer la musique. C'est-à-dire que clairement, parfois, il faut que la musique soit vraiment en dessous.
Elle est vraiment, tu sais, le petit tapis de tension qu'il ne faut pas trop entendre, mais s'il n'y est pas, il n'y a pas. Donc ça, ok, tu mets en dessous. Mais si tu décides d'assumer une scène musicale sans dialogue, bah, tu assumes une scène musicale sans dialogue. Et là, en France, il y a quand même un peu de mal avec ça, je trouve. Tu vois, je l'ai vraiment beaucoup remarqué. Et, et ce qui est terrible, c'est que quelquefois, les compositeurs intègrent ça consciemment ou inconsciemment. Là, je citerai l'anecdote d'un compositeur dont j'avais vu le site internet et je Ouais. vois dans les extraits qu'il a montrés un extrait de musique et je lui dis, mais c'est pas possible, on n'entend même pas ta musique, tu nous le mets comme ça. Donc, la moindre des choses, c'est dans un site qui est censé promouvoir le travail d'un compositeur, de surmixer Ouais, la là, tu musique triches pour la limite, faire quoi. Ouais. entendre un Ouais. minimum, quoi. Oui. Voilà, donc c'est Ça, vraiment compliqué, quoi. et c'est pas pour ça que c'est pas des ennemis, les mixeurs, ni rien, Mm. parce qu'il y a des mix. Mais le problème, c'est qu'il y a souvent là un manque d'implication. On demande rarement au compositeur de venir donner son avis dans le mixage, parce que c'est quand même, tu vois, faut pas. Mm. Bon. Et c'est dommage, parce que moi, je veux dire, si je vais au mixage, c'est pas pour leur dire qu'il faut mettre tout plus fort, hein, c'est parce que s'il y a un moment où je vais leur dire, tu sais que là, on avait pensé avec le réalisateur que c'était une scène un peu, et je l'explique pourquoi, bah, peut-être qu'ils vont se dire, ah bon, d'accord, ou alors qu'ils vont dire, bah non, mais au moins, on aura pu en parler, tu vois. Ça, c'est Mm. dommage. Et après, donc, les réalisateurs peuvent avoir effectivement peur de l'émotion que peut donner la musique, parce qu'en effet, il faut toujours faire gaffe à ne pas écraser le film sous en faire trop. Mais si tu en mets trop peu, tu sens aussi que c'est comme si on avait voulu faire un truc, mais qu'on n'avait pas assumé. Et du coup, tu vois, c'est un peu dommage. On sent que le film est un peu retenu. Donc c'est pour ça que ce qui est aussi très important, moi, je pense qu'il faut aussi savoir où mettre de la musique et où ne pas en mettre. Il y Ouais. a beaucoup de compositeurs qui pensent qu'il faut mettre de la musique un peu tout le temps partout. Hans Zimmer, il met de la musique partout. Et je n'ai rien contre Zimmer parce qu'il y a des trucs géniaux chez Zimmer. Hein, j'adore Sherlock Holmes, tout ça. Mais par exemple, chez Nolan, je te jure, moi, je suis épuisé, quoi. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, parfois, il faut savoir s'arrêter pour mieux recommencer. Et l'intérêt d'une musique, je trouve que c'est que je pense que si on met une musique, c'est parce qu'elle apporte un truc au film qui n'est pas déjà dans le film. Si c'est pour dire ils sont amoureux et que tu mets des violons, ok, c'est joli, mais c'est pas. Voilà, le stabilo, ça sert à rien. Je trouve qu'il Mm. vaut mieux que si le film fonctionne sans la musique, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de musique. Et puis si tu rajoutes une musique, c'est parce que tu ajoutes soit un éclairage en plus, soit quelque chose qui n'est pas dit dans l'image, soit que tu te mets du côté de l'autre personnage, par exemple, tu vois, imagine, tu prends une dispute, tu vois, tu n'as pas de musique, tu mets une musique, je ne sais pas, joyeuse dessus, tu comprends qu'en fait, bah, c'est peut-être pas si grave que ça. Ou bien tu mets une musique avec la thématique d'un personnage alors que c'est l'autre qui lui crie dessus, bah, du coup, tu vas comprendre, le spectateur va se projeter dans le personnage qui se fait crier dessus. Tu vois, la musique, elle sert à ça, elle sert à compléter le film et à le rendre mieux. Pas juste à dire, ils se disputent, tu fais une musique de dispute. Je veux dire, ça sert pour moi à rien. La musique illustrative. Voilà, Et je trouve comment tu arrives à imposer ta vision, mais enfin, imposer le mot est fort, mais si tu veux, par ouais. exemple, dans un réalisateur qui te dit je veux de la musique et toi tu sens qu'il n'y a pas besoin de musique là, et inversement, un réalisateur qui veut pas de musique, alors tu te dis mais là ma musique pourrait t'amener quelque chose. Comment tu t'en sors pour faire partager ta vision des choses? Est-ce que tu utilises de trucs, voilà, Bah, par exemple, il y a un compositeur qui, pour arriver à placer la musique qu'il préférait, faisait écouter des versions repoussoires pour oui, présenter le Joker auquel le réalisateur ne s'attendait pas, quoi. Voilà. Est-ce que ouais, tu j'ai as des déjà petits essayé trucs comme ça. Je me ça? suis déjà fait piéger une fois où en fait une musique que j'aimais pas, il adorait, donc du coup j'ai été emmerdé. Enfin emmerdé. Je dis voilà. J'essaie jamais de faire une musique que je déteste parce que si justement je dois me travailler avec, je fais quand même. Mais c'est vrai qu'il y en a une que je préférais et ben, il avait craqué sur l'autre, donc bon, mais c'est pas grave. Par contre, j'ai la carte Joker du on verra au mixage. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut dire, et les réals sont souvent d'accord avec ça, d'ailleurs, notamment sur les rivières pourpres, c'est toujours le cas. Le truc que j'entends le plus, c'est toujours attention à ce qu'il n'y ait pas trop de musique. Et on dit toujours, il vaut mieux en faire et de dire au mix, bon là elle est en trop, on l'enlève, plutôt que d'être au mix et de se dire mince et ne pas l'avoir. Donc je dis, bah, tu sais, si tu n'es pas sûr, on l'a fait. Et puis si on se rend compte qu'il ne la faut pas, on l'enlève, c'est pas grave. Alors que l'inverse va être emmerdant, surtout si tu enregistres avec orchestre, tout ça, tu vas pas retourner. Enfin, voilà. Donc, je préfère toujours me dire, on en fait un peu plus. Après, si vraiment je suis convaincu qu'il n'en faut pas et que je vais lui expliquer pourquoi il ne faut pas, je vais lui expliquer et je ne vais pas le faire, voilà, mais je vais lui dire, écoute, je te le fais si tu veux, mais voilà.
Je préfère qu'il y en ait plus et qu'on l'enlève. Parce que comme ça, c'est plus rassurant pour tout le monde. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'enregistrer un petit peu plus. Et surtout, et ça fera même peut-être un super bonus track pour le CD. Tu vois, donc, bon. Voilà, il y a eu des choses comme ça plus souvent. Et en fait, déjà, ça le rassure un peu de se dire, ah, mais on n'est pas obligé de la mettre. Ben non, on n'est pas obligé de la mettre, ça reste ton film. Donc, moi, je te propose des choses. Moi, je crois en ça, en ça, en ça. Non, donc, ça, c'est la première chose. C'est sur je dirais la quantité de musique. Après, sur ce qui est intention de musique, il y a des choses où effectivement, je suis convaincu et le réalisateur pas. Donc, du coup, je fais les essais qu'il me demande. Et souvent, presque toujours même, j'ai eu l'impression que quand il n'était pas convaincu la première fois parce que je me demandais et qu'il me demandait de faire des trucs, je faisais 4, 5 autres essais comme il voulait. Et en fait, ça marchait jamais et on revenait souvent à peu près au premier. Modulé, parce que parfois, dans l'essai numéro 4, il y avait une bonne idée. Tu vois, c'est ah, j'aime bien le violoncelle, machin. Et en fait, après, on se disait ah, mais finalement, au début, il y avait un truc qui était mieux. Bah, tu vois. Donc, du coup, je reprends le premier, mais par contre, tu le retravailles à la lumière de ce que tu as appris avec les essais qui n'ont pas marché, par exemple. Voilà, mais il y a, de toute façon, il n'y a jamais eu un truc imposé de force. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où, avec le réal et le compositeur, on se dit tous les deux, bah, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, c'est ce que je voulais. Et voilà. Ou bien, tiens, tu avais raison là-dessus, je trouve que c'est mieux. Ça m'est arrivé aussi qu'un réal m'ait dit, bah non, ça va pas. Alors moi, j'étais convaincu que c'était génial. Et puis après, on travaille. Et puis après, finalement, il avait raison. Et même moi, je trouve qu'en fait, il avait raison. Donc, de toute façon, il faut savoir qu'à la fin, quand le film est terminé, je pars du principe que ce qui est dedans, c'est ce qu'on a validé tous les deux. Je ne vais jamais voir un film en me disant de toute façon c'est de la musique de merde, je ne l'aime pas du tout, alors je l'ai faite. Si elle est dedans, c'est que je suis d'accord avec. Je vais être déçu du mixage, je vais être déçu peut-être de trucs pareils, mais si la musique est dedans, c'est qu'on a tous les deux dit oui, quoi. En tout cas, pour moi, la collaboration, c'est jusque-là quand même. Tu vois, je veux dire, et j'ai jamais eu comme un réalisateur qui m'ait imposé de force un truc que je déteste ou moi, j'ai jamais fait plier un réalisateur. J'ai pas le pouvoir, là, pour le coup, je peux être viré, moi, tu vois. Donc justement, c'est important qu'on soit tous les deux d'accord. Donc au final, voilà, tu y arrives, quoi. Ça t'est arrivé, par exemple, d'avoir un réalisateur qui te dise, moi, je veux du tango là. Toi, tu penses que Alors le ça m'est tango, c'est arrivé, donc pas… je le Voilà. fais. Tu le Et fais, toi, bah, mais parce pourquoi que pas? voilà, parce que ça ne te semblait pas une mauvaise idée, quoi. Mais Oui, si c'est intimement, ça te semble une mauvaise idée. si c'est vraiment une trop mauvaise idée, d'abord, je vais lui demander de m'expliquer pourquoi il y tient. Soit il a une raison pour m'expliquer qu'en fait, les parents du personnage sont argentins, qu'on ne les voira jamais dans le film, mais que si on fait du tango, c'est comme s'il y avait un lien avec sa famille, et ben au moins, je comprends l'idée. Soit c'est parce qu'il me dit, alors j'ai écouté Gotham Project et j'en suis fan, je vais lui dire, bah, c'est très bien, mais je veux dire, ça, je m'en fous, c'est pas ton film. Donc j'adore Gotham Project aussi, mais là, tu es en Russie dans les années 40, tu vois, bon. Donc déjà, discutons de ça. Pourquoi tu veux du tango? Et sinon, après, je vais lui dire, qu'est-ce que tu aimes dans le tango éventuellement? Est-ce que c'est la rythmique, un peu comme ça? Mais tu sais que je peux te faire ça avec, par exemple, je sais pas, un violoncelle, et comme ça, on fait à la manière de, mais autre chose, et on crée quelque chose de différent, par exemple, tu vois? Ça peut être sympa. C'est un truc aussi que justement dans les musiques que j'ai faites, et c'est une leçon même, je dirais, qui me vient de Cosma par exemple, ou qu'est-ce que franchement la flûte de Pan fout chez le Grand Blond? On peut se le demander au départ, et c'est devenu tellement génial parce qu'en fait cette flûte de Pan est un instrument un peu décalé qui n'a rien à faire là, comme lui n'a rien à faire dans cette histoire, tu vois. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, tu trouves un sens. Et en fait, quand tu vois le film, tu ne te dis pas c'est quand même bizarre qu'il y ait de la flûte de Pan alors qu'on n'est pas au Pérou. Tu te dis juste c'est décalé, mais Pierre Richard est décalé et voilà, il y a un truc qui marche. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai fait des films comme Une chanson pour ma mère, qui était aussi une comédie qui se passe dans les Ardennes, et le thème principal est au clavecin, tu vois, et il y a des accordéons et tout, alors ça se passe dans une ferme dans les Ardennes. A priori, ce n'est pas l'endroit où j'imagine un clavecin et tout, mais justement, je voulais imaginer quelque chose de décalé, d'incongru et comme les personnages le sont, comme vont l'être avec Dave qui se retrouve kidnappé dans cette ferme, en fait, tu vois. Et en fait, la musique fonctionne par cette association d'idées-là, c'est-à-dire que tu entends un truc qui n'a rien à faire là, mais ça marche parce que ça crée un côté un peu décalé, pied nickelé, etc. Et ben, ça, c'est des idées de détournement qui peuvent être intéressantes, par exemple. Donc, dans le cas du tango, bah, c'est peut-être qu'il ne faut pas faire un vrai tango, mais qu'il faut peut-être trouver l'idée du tango, ou bien il aime le bandoneon. Et alors, à ce moment-là, tu fais du bandoneon, mais tu fais autre chose avec. Tu fais de la mélodie, de la valse, j'en sais rien, quoi, tu vois. Et je pense que si un réalisateur dit qu'il veut quelque chose, en général, il y a une idée derrière la tête. Je crois que lui-même ne sait pas toujours quoi. Mais un réalisateur ne va pas dire un truc juste pour m'emmerder, ça serait bizarre quand même. Donc, il est pas. Donc, s'il me dit je veux du tango, bah, c'est que quelque chose dans le tango lui parle et il faut trouver quoi. Et moi, je suis là pour essayer de décoder ça et de le traduire. Donc, tu vois, la psychologie, faut bac plus 25. Hein.
Est-ce que ça t'est arrivé d'être piégé par des time tracks, c'est-à-dire, vous savez, les musiques préexistantes qu'on Oui, met pour caler le montage? Donc, en gros, le réalisateur, il adore cette musique pour son film. Il te demande, ou la production ne peut pas avoir les droits de la musique pour le film, alors que le réalisateur veut mordicus cette musique-là, et ils te font composer quelque chose qui ressemblerait ou à la manière d'eux, et in fine, ben ouais, non, ta musique ne passe pas parce que le réalisateur voulait ta musique et ils ont ouais, payé tant la musique à prix ouais. d'or, etc. Ça t'est arrivé ce genre de Alors, ça m'est arrivé. Ouais. À ce point-là, ça m'est arrivé vraiment une fois. Et en fait, bah, je le vis toujours mal. C'est-à-dire que je sais que quand je revois, si je revois, quand je, enfin, si je, quand je revois ce film, et qu'à ce moment-là, j'ai du mal. Et dans la BO, j'écoute pas ce moment. Parce qu'il avait tout monté sur un moment de Jason Bourne, que j'adore en plus, tu vois. Le problème n'est pas là. Powell, j'adore. Mais c'était vraiment j'ai fait, je crois, 12 versions d'autre chose. Et c'était mais impossible pour lui d'imaginer autre chose. Et évidemment, vous ne pouvez pas acheter Jason Bourne. Donc, j'ai recopié, alors quasi à la note, le morceau, en faisant gaffe quand même que ça change là et là et là pour ne pas que après la SACEM vienne plagiat, etc. Tu vois, j'ai vraiment été sur le fil, mais le morceau, si tu connais un tout petit peu, tu vois, ouais, ok, voilà. Et c'est une séquence, mais ça, franchement, j'en suis malheureux parce que c'est pas du. D'abord, ça n'a pas été agréable à faire. Il n'y a vraiment aucun plaisir à recopier un truc à la note, quoi. Je veux dire, la créativité là-dedans, c'est nul. Dans le film, tout d'un coup, bah, ça fait quand même un peu tâche parce que c'est dommage. Et moi, bah, je me dis, c'est con, c'est un moment où vraiment là, j'ai pas réussi. Tu vois, et donc, du coup, j'ai aussi ce regret de dire, j'ai pas réussi. Donc, ça m'est arrivé qu'une seule fois à ce point-là. Mais ça, c'est dommage. Ça m'est arrivé par contre, et là, je peux le dire clairement, même dans l'Odyssée de Shum, tu vois, il y avait deux moments où bon, il y avait il y avait des theme tracks, c'est normal, ils ont fait des animatiques avec des musiques temporaires, voilà, donc forcément que j'arrive, qu'il y avait déjà des animatiques et tout. Et franchement, on a changé quasiment tout, et là, on a tous oublié les animatiques, sauf deux endroits. Il y avait un endroit où il y avait la tartine de beurre de Mozart, et un endroit où il y avait une berceuse de Chopin, je crois. Et bah, typiquement, pour eux, c'était évident quand on allait mettre ces morceaux-là, qu'en plus, étant de la musique classique, ils pensaient qu'il n'y avait pas de droit, alors qu'en fait, il faut quand même acheter un enregistrement. Bon, mais voilà, ils s'étaient dit, oh, machin, bon. Et moi, je trouvais dommage, de un, dans un court-métrage, d'avoir tout d'un coup deux musiques non originales. Je trouvais que c'était pas très. Enfin, c'était dommage, ça a cassé l'unité. De deux, je ne comprenais pas pourquoi c'était vraiment obligatoire d'avoir ça. Donc là, par contre, on en a parlé pas mal parce qu'ils étaient vraiment. On a enregistré Choum en juillet, je crois, ou en août. Mais genre, jusqu'à fin mai, c'était évident pour eux, on gardait ça, tu vois. Et on en a parlé. Et c'est vrai que ben, on en revient un peu à ce qu'on disait sur le tango, c'est-à-dire qu'il m'expliquait ce qu'il y avait dans le morceau de Mozart, la tartine de beurre, c'est que c'est typiquement un des morceaux, quand tu apprends le piano, il fait partie un peu de ces morceaux d'apprentissage. Tu sais, c'est un morceau où tu joues une note, puis tu glisses sur le clavier, puis tu montes comme ça, comme du beurre sur une tartine, tu vois. Et c'est un morceau qu'un peu tous les pianistes débutants connaissent. Et donc pour eux, l'idée c'était ça, c'est le début du film, Schum commence à découvrir la vie, il est un peu maladroit et tout ça, et la tartine de beurre représentait l'apprentissage de Schum. Et par contre, l'idée se tenait très bien. Et donc on s'est dit, bah, tu sais ce qu'on va faire, on va prendre l'idée de la glissade de la tartine de beurre, comme ça vous retrouvez en fait ça, c'est ça qu'elle faisait. Mais je fais le thème de Schum en mode un peu Mozart, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça non seulement rigolo de faire un peu un hommage, et du coup, le titre sous la BO s'appelle La tartine de Schum, tu vois, on assume le côté hommage à ce moment-là. Parce que de un, c'était rigolo de faire l'exercice de style avec cette idée, parce que je trouvais que l'idée était plutôt chouette. Moi, je trouvais marrant de faire un faux Mozart, mais avec Schum, parce que je trouvais que musicalement, c'était plutôt rigolo. Et ça fonctionne très bien dans le film, ça. On l'a validé, on était très content en fait de trouver. Mais ça, tu vois, c'est un compromis que j'ai fait sur le fait de lâcher un peu Mozart, mais au moins il y avait une vraie attention de réal derrière, et on a trouvé un terrain d'entente qui nous va tous les deux. Et ça, par contre, ça va. Et du coup, en plus, si tu assumes dans le titre, bah, tu vois, je ne me cache pas, quoi. Je veux dire, Et c'est pareil pour le Chopin, ils aimaient en fait la main gauche, qui était très douce. Et donc j'ai dit, bah pareil, je vais prendre la main gauche, et puis je vais développer le tête de Schum, puis après je pars sur autre chose, tu vois. Mais l'idée, ils ont eu ce démarrage de la main gauche, et le fait de démarrer de la même manière, ça les a rassurés. Parce que c'est souvent en fait le début d'un morceau qui fait quelque chose, après, tu vois, tu peux développer autrement. Et voilà, comme j'ai démarré avec les quatre premières mesures, et puis qu'après je commence sur autre chose, bah, c'était bon. Et moi, bah, ça ne m'a pas posé de problème de faire un hommage à Chopin, parce qu'en plus, je savais que ma sœur enregistrait le piano et que c'est une spécialiste de Chopin, donc c'était même aussi un petit clin d'œil familial tu vois. Donc au final, ces deux morceaux-là sont référencés,
Mais on est très bien retombé sur nos pattes, quoi. Et le reste de la BO, par contre, c'est l'inverse. J'avais proposé un thème en voyant l'animatique la nuit, et on est parti dessus. Et en fait, ce thème est resté la base du travail. Donc là, par contre, j'ai pu imposer en fait un thème tôt. Alors, avant d'entamer une nouvelle partie sur les clés d'une bonne collaboration entre un compositeur et un ou une réalisatrice, producteur, productrice, j'aimerais laisser la parole un petit peu aux invités là, qui sont là, pour s'ils ont des questions à poser à David. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole par rapport au premier thème qu'on a abordé dans le cadre de cette rencontre, hein, le parcours, le métier. Tu vois Est-ce que vous avez des on fait questions? peur aux réalisateurs. Oui, Olivier. Oui, tu as parlé de tes formations musicales, hein, Ouais. notamment dans cette classe de l'école normale. Mais est-ce que tu considères que ce que tu as étudié en tant que réalisateur, donc dans ton école, est-ce que ça pour toi c'est une clé très importante? C'est-à-dire que des fois, moi, ce que je peux rencontrer, c'est que on a tendance, nous, musiciens, à jargonner sans s'en rendre compte, hein, Mm. mais que des fois, nous, on n'a pas forcément, si on n'a pas fait d'études de cinéma proprement parlé, on n'a pas forcément toutes les subtilités du jargon image, si tu veux. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas, mais est-ce que toi, tu considères que ça t'a vraiment aidé ou l'apprentissage sur le tas aurait suffi, enfin, tu vois, un petit peu. Alors, Et je rajouterais du scénario aussi, hein, l'image, mais aussi des problématiques de scénario. C'est vraiment une de mes marottes. Je me dis, ça serait peut-être bien que dans les écoles de composition de musique de film, on apprenne aussi la dramaturgie. Oui, bah, déjà dans les classes de musique de film, ça serait bien c'est bien de faire l'exercice d'écrire sur une scène de scénario, ouais, parce que c'est très technique en fait. Un scénario, c'est pas comme un livre, et effectivement, c'est un document à lire qui est un peu particulier. Donc, je trouve que ça, c'est dans les exercices, c'est bien de faire composer les Et élèves. d'autant plus, excusez-moi, que toutes les aides SACEM doivent se demander avant tournage. Donc, elles sont demandées au niveau du scénario, hein, du développement. Ouais. Donc, ça, ouais. Je dirais que l'école de cinéma m'a permis de parler avec d'autres réals, hein, forcément mes collègues. Donc, tu apprends un petit peu à collaborer. Après, le jargon technique de cinéma ne m'a pas vraiment, je dirais, aidé en soi, parce que finalement, c'est plus sur le tas que tu vois, c'est pas grave si je ne sais pas parler d'une focale ou d'un diaph ou d'un truc ou j'en sais rien, parce que, bon, moi, ce que j'ai besoin d'un réalisateur, c'est qu'il me dise ce que je veux comme intention, ce que je veux raconter dans ma scène. Et ça, j'ai pas besoin d'études de cinéma, j'ai besoin d'un réalisateur qui sait m'expliquer ce qu'il veut dans son film. Et c'est ça que je vais essayer de décoder. Par contre, c'est vrai que bah, d'une part, ça m'a beaucoup intéressé de décoder le montage, d'aller en studio de mix, enfin, c'est-à-dire de connaître la fabrication du film, parce que notamment le montage, c'est quelque chose de très rythmique aussi. Donc forcément, en tant que musicien, ça me parlait, et je pense même que faire du montage me plairait, tu vois, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Et je pense que ça rejoint voilà, aussi mon travail de compositeur, c'est de m'impliquer dans cet aspect-là. Mais je me suis bien amusé, j'ai adoré faire ces études, et d'ailleurs, je pense que je reverrai peut-être Richard prochainement, parce que je vais sans doute me remettre à la réalisation. J'ai écrit un scénario il y a quelques années de court-métrage que je suis en train de retravailler, on essaie de le faire produire, tout ça, voilà. Pour reprendre la casquette de réalisateur, ça me manque un peu, ça fait quand même presque 20 ans que j'en ai pas fait. Et donc, du coup, j'ai fait scénario, réal, musique, enfin voilà, je referai ça. Mais, mais ça m'a vraiment intéressé. Ça m'a fait me rendre compte que ma passion était de faire de la musique de film et pas des films, par contre. Donc ça, c'était bien aussi. Mais après, Par contre, c'était très instructif aussi pour tout ce que ça m'a amené en culture cinéma, parce qu'on avait des cours d'histoire du cinéma et tout ça, qui sont des choses que j'aurais peut-être pas par moi-même été découvrir, parce que je vois que plein de collègues connaissent les films, on va dire, à partir de 1990, tu vois. Mais avant, voilà. Alors qu'en fait, je trouve essentiel de connaître ce qu'a pu avoir fait, je sais pas moi, Max Steiner, enfin, je veux dire, les compositeurs des années 30, 40, 50, Korngold. Enfin, il y a vraiment des choses très importantes à connaître que j'ai, là, pour le coup, appris à y aller, parce que moi-même, j'aurais peut-être pas été chercher, et qu'on avait un super prof d'histoire du cinéma qui, voilà. Donc ça, par contre, ce sont des choses pour la culture aussi qui étaient très bien. Donc je retiens tout ça. Je retiens vraiment plein de choses. Mais l'école de cinéma n'a pas spécialement été déterminante dans le métier de musique de film. C'est vraiment là le tas. Et
et d'apprendre les réals qui sont tous différents les uns des autres. Et est-ce que tu n'as pas pu appréhender néanmoins les problèmes d'un réalisateur, quoi. Ayant été confronté à un tournage, tu peux mieux le comprendre du coup. Ah si, ses angoisses, ses difficultés, etc. Je trouve qu'un réalisateur, c'est quelqu'un de courageux. Quand tu te tapes 3, 4, 5 ans un film, tu vois, il faut le vouloir quand même. Donc ça, ça, oui. Donc je peux lui faire un câlin, je ne peux pas faire beaucoup plus. Mais par contre, et c'est pour ça aussi que moi, ce métier, je l'ai repoussé et que là, si je m'embarque même dans mon court-métrage, je sais que tu vois, c'est des mois, voire peut-être des années. Hein, donc, il faut le vouloir, tu vois. Moi qui suis quelqu'un qui aime bien travailler vite, beaucoup, changer et tout ça, la musique de film me va très bien. Tu passes pas 5 ans sur une musique de film. Donc, ça me convient. Mais par contre, voilà, bon, ça me permet de connaître l'envers d'un décor, d'un milieu que j'adore. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à David? Oui, Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour David. Je voulais savoir, est-ce que dans tes différents projets, tu as pu être amené à convaincre une production de faire enregistrer la musique plutôt que d'utiliser la maquette? Ouais. Et quels ont été tes arguments? Alors déjà, par exemple, quand un réalisateur veut plein de violons partout, là, ça fait partie des trucs où je lui dis, je suis désolé, je peux faire plein de trucs en synthé qui me vont, mais les violons, je peux pas. Ça reste quelque chose pour moi d'impossible. Si c'est pour faire des accords derrière, ça va. Mais dès que tu veux un peu une mélodie, un truc avec, tu sais, le violon ou violoncelle, c'est tellement... il n'y a pas deux notes pareilles, tu as les glissades, tu as le vibrato, tu as tout ce que l'humain joue en faisant du violon, en fait, qui dépasse le violon. Tu vois, à la limite, je caricature un peu, ma sœur est pianiste, voilà, mais un piano, à la limite, tu joues sur une note, c'est la note. Tu vois, évidemment que tu la joues plus ou moins bien, mais je veux dire, bon, pour moi, les instruments à cordes sont impossibles à faire au synthé convenablement. Donc, si on me dit, je veux je veux des cordes, je vais dire, alors là, il faut enregistrer. Même si j'enregistre 4 cordes et que je les double, éventuellement, je peux faire ça. Mais il me faut au moins devant le solo, et je préfère écrire un quatuor que d'écrire un orchestre au synthé. Donc par exemple là, et en général, ils s'en rendent compte, au début, ils tiquent un peu, puis quand ils entendent, ils m'appellent en me disant, ah bah ouais quand même, machin. Et si tu l'as fait une fois, il n'y a plus de problème après, quoi. Alors après, il y a eu le coup de poker parfois où là, je viens de faire justement à Strasbourg avec des super musiciens, le No Limit Orchestra, vraiment, je suis en train de développer des trucs avec eux, ils sont super cool. Et donc, je viens de faire un court-métrage docu avec eux, ou d'un réalisateur avec qui j'avais fait Trace avant, qui était un film documentaire, un court-métrage qui tourne pas mal. Et là, on avait enregistré, ils voulaient de l'orchestre, tout ça. Et là, j'avais fait par Skype avec la Macédoine. C'est très bien, ils sont très très bien. Ça permet que pour genre 2000 €, on a pu enregistrer la musique du court-métrage avec 30 cordes et tout ça, tu vois, c'est super. Mais je regrettais quand même un peu, moi, d'être ici derrière mon ordi et que l'orchestre soit là-bas et de récupérer la session, même si tu diriges par le casque, tout ça. J'ai besoin d'être en studio, ça c'est moi, tu vois. Et donc du coup, sur son deuxième film, il voulait de nouveau des instruments, tout ça. Et là, j'ai trouvé du coup des copains musiciens à Strasbourg. On est allé en studio. Là, on a réduit, on a enregistré pour une dizaine de musiciens, tu vois, que j'ai fait en re-re, c'est-à-dire qu'on a superposé 2 prises différentes et on a l'impression qu'ils sont 20, 25, enfin, le son passe bien. J'ai écrit en pensant aussi que ça allait sonner plus 10 que 40, tu vois. Donc le son est un peu plus intimiste, chambre, tu vois, mais c'était voulu. Mais là, je savais qu'il voulait ça, mais je savais qu'il n'avait pas beaucoup d'argent parce que c'était un court-métrage vraiment un peu plus fauché, voilà. Mais un très beau film et un réal vraiment que je trouve très doué, que j'ai envie d'accompagner, etc. Et donc là, c'est le genre de cas où, en gros, moi, j'ai pris 200 € pour composer et je me suis débrouillé pour le reste, en échange de 100% de l'édition et d'être propriétaire de mon master. En gros, je finance la musique et je lui permets de la synchroniser, ce qui va très bien parce que moi, le but, c'est qu'il en fasse ce qu'il veut. Mais en gros, je finance, voilà, je garde le master, mais c'est parce que je veux que ça se fasse. Je veux qu'on enregistre. Je veux aussi que moi, ça me permette de développer une collaboration avec des musiciens. Et peut-être qu'après, vu que je suis propriétaire du master, je pourrais peut-être après faire la BO, faire un ciné-concert. Enfin, je peux faire ce que je veux finalement avec. Donc, explique-nous là pour les réalisateurs qui ne savent pas, ouais. Avoir les droits d'édition, il y a un problème, c'est que quelquefois les compositeurs se font prendre les droits d'édition par le producteur du film, et alors que derrière le producteur ne fait pas un travail d'éditeur, c'est-à-dire de promouvoir la musique, le catalogue.
enfin, la musique du film. Donc, toi, tu prends les droits d'édition, ce qui permet de réutiliser après cette musique. Voilà, Tu peux si le je faire. garde l'édition dans ce cas-là, je peux décider de synchroniser ce morceau sur une pub, entre guillemets, ou n'importe quoi, j'ai le droit. Je peux réutiliser la musique ailleurs. Je peux, si je veux l'exploiter, en faire des partitions, enfin, je peux faire ce que je veux, ou la garder pour moi, mais au moins, je prends du coup la 100% des droits. Parce qu'effectivement, malheureusement, systématiquement, pour le moment, on nous demande limite en signant le contrat de céder l'édition au producteur. Et il y a très peu de producteurs qui vont faire l'édition. Le minimum, c'est de sortir la BO. En plus, maintenant, numérique sur iTunes, tout ça, ça ne coûte plus rien. C'est le minimum que je demande quand même. Et là, en général, on sort quand même la BO. Donc, c'est au moins, quoi. Parce qu'au moins, la musique ait sa vie à part du film. Parce que moi, en plus, je suis un collectionneur de musique de film en CD, tout ça. J'aime écouter les musiques, quoi. Et il y a plein de gens qui aiment écouter les BO, tu vois. Donc, minimum ça. Mais normalement, le but d'un producteur-éditeur, c'est de se créer un catalogue avec les morceaux qu'il a achetés en édition pour typiquement les synchroniser dans des émissions, tu vois, comme Top Chef et tout ça, où c'est des musiques de catalogue. Souvent, les prods, elles revendent les morceaux. Et puis alors, du coup, ça fait des droits d'auteur supplémentaires pour le compositeur et pour l'éditeur à ce moment-là. Donc là, tu te dis, tu peux céder ton édition, il va faire un travail. Mais honnêtement, 3/4 du temps, ils prennent l'édition pour prendre un tiers des sous du compositeur, pour se rembourser un peu sur ce qu'ils ont mis sur la musique finalement, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est très peu en position de force pour pouvoir batailler là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup l'argument du si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Tu sais, je ne suis pas d'Esplat quand même, hein, donc je ne peux pas imposer mon nom non plus. Donc tu es entre. Alors tu essaies de faire une coed en disant est-ce que je peux quand même garder une part, comme ça au moins je peux moi faire un travail d'édition en échange d'un pourcentage. Et on trouve les bons producteurs, on a des terrains d'entente avec. Les producteurs moins bien, en général, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu. Ça fait partie des combats qui sont un peu compliqués à mener en tant que compositeur non, mais l'édition. Enfin, soit vous faites un vrai travail d'édition, vous faites des catalogues, vous diffusez ma musique, je la retrouve sur une pub pour du café ou je sais pas quoi, et là, il y a un travail d'édition. Soit vous me la laissez, quoi, et je le fais. Mais ça fait partie des choses un peu délicates. Voilà. Et oui, on en est arrivé à ça par rapport à ce que tu m'as demandé. C'est intéressant d'avoir dévié sur ce principe d'être propriétaire des masters et de l'édition. Et ça aussi, c'est intéressant de le connaître et de le maîtriser. C'est quelque chose de compliqué, surtout quand tu n'es pas encore très connu. C'est clair que je pense que voilà, Alexandre Desplat a peut-être plus facilement moyen de négocier que moi. Ou alors, le système américain, où là, c'est genre, tu es payé très très cher, mais tu cèdes tes droits, parce que tu n'as pas de droit d'auteur, etc. Mais tu as, je sais pas moi, tu as 1 million, quoi, tu vois, ok. Mais ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. Donc, ici, quand tu fais un documentaire pour la télé, que tu as 3 000 € pour faire ton documentaire, que tu travailles 2 mois dessus, et qu'en plus tu cèdes la moitié des éditions, tu te dis quand même, c'est un peu pas juste. Ouais, je comprends. Mais après, il y a des boîtes qui font vraiment un catalogue et au moins qui replacent les trucs. Et moi, j'ai déjà eu des morceaux que j'ai entendus dans Top Chef, voilà. Et ça, tu dis, c'est cool. Au moins, c'est chouette, quoi. Ok. Et juste, on parlait des formations des conservatoires ou des écoles de musique qui faisaient des formations pour la composition de musique à l'image. Il y a aussi, je fais juste une petite parenthèse, il y a aussi au conservatoire d'ici les Moulineaux, la classe de Camille Adrien. Voilà. D'accord. Parenthèse. Non, mais c'est bien, ouais, parce qu'il y avant, il y avait Levallois aussi avec Tiziana, mais celle-là, c'est fini, je crois. Mais il y en a qui s'ouvrent aussi parfois. Je ne connais pas tout, mais je sais que si on prospecte un peu, on les trouve quand même. Et c'est quand même, moi, je trouve que c'est quand même bien quand au début, tu ne sais pas comment ça marche, ça fait quand même un cadre et voilà. J'encourage quand même. D'autres questions? Où on attaque sur les clés d'une bonne collaboration avec un réalisateur. Alors déjà, où commence et où s'arrête le travail d'un compositeur de musique de film? Voilà, par rapport à... Il commence à la première note, il s'arrête à la dernière. Non, ça commence quand on vient lui Non, parce que demander... par exemple, la fin, le mixage, il y a des gens qui ne veulent pas les compositeurs au mixage. Est-ce que ça va oui, ça, il peut y là? avoir. Mais... Est-ce que ça va sur le tournage aussi en fait, ça va dépendre de plein de trucs. Ça va dépendre de la relation qu'on a avec le réal. Ça va dépendre du temps qu'on a aussi. Parce que parfois, moi, j'aimerais bien passer au tournage, mais si je suis en train de travailler sur autre chose, je ne peux pas. Voilà. Et un compositeur, je suis rarement allé sur les tournages, mais souvent pour des questions ou d'agenda, ou du fait que, habitant Strasbourg maintenant, je peux peut-être moins facilement aller sur des tournages si c'est à gauche, à droite, si on... Voilà.
Mais si tu vas au tournage une journée, c'est une façon de montrer que tu es dans l'équipe, tu vois. Donc, c'est quand même toujours très sympa d'y aller. En général, si un compositeur arrive sur le tournage, on ne lui lance pas de l'eau bénite, quoi. Donc, je pense que ça peut être sympa. En fait, nous, ça commence quand on vient nous demander de faire de la musique. Donc, scénario, montage, voilà, surtout vient nous dire, tiens, bah voilà, j'ai pensé à toi, est-ce que ça t'intéresse? Le travail commence là. Déjà, ça va commencer tout de suite en lui disant, ah bah tiens, pourquoi est-ce que tu... Enfin, ça me fait super plaisir, évidemment, est-ce que je peux lire quelque chose? Est-ce que je peux voir quelque chose? Et question que je trouve intéressante aussi, c'est de demander, pourquoi moi, quoi? Est-ce que tu connais quelque chose que j'ai fait? Ou bien est-ce que bah, tu m'as rencontré et que juste tu me trouves sympa, ou est-ce qu'on t'a parlé de moi parce que ça s'est bien passé avec quelqu'un que tu connais? Enfin, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on vient nous chercher quand on ne nous connaît pas, parce que si on nous connaît par un travail, c'est que quelque chose l'a touché dans un tel film. Si on nous connaît par un copain, c'est que ben, c'est plus le rapport humain, donc tu sais aussi au début sur quoi tu te mets. Moi, je trouve, j'aime bien savoir comment on vient me chercher. Parfois, c'est bêtement, bah, il fallait un compositeur belge, on a cherché le catalogue et puis on a vu qu'il y avait toi. Et bon, bah, ok, ça veut Tax Shelter. pas Shelter, mais au moins, bah, j'essaie de donner aussi. Ça veut dire que je vais devoir enregistrer en Belgique. Enfin, tu vois, tout ça fait partie du truc. Donc ça, à partir de là, je commence voilà, à ça. Et puis, bah, ça va être le contact. Est-ce que tu veux quelque chose? Quand est-ce que je te fais quelque chose? Voilà, tu prends un peu des nouvelles. Et pour moi, ça commence souvent vraiment à ce moment-là, concrètement, sauf le stade du scénario où si on nous demande des mélodies, des trucs. En général, en tournage, on entend parler de personne parce qu'il y a trop de choses à faire. Et commence en général, pour moi, le mieux, c'est à l'ours, c'est-à-dire le premier montage dans la continuité. Souvent, tu as un film qui fait 4 heures et à la fin, il fera 1 h 30. Mais genre, on a monté toutes les prises, voilà, etc. On a un truc un peu en longueur comme ça. Et je trouve que c'est bien d'intervenir là. C'est-à-dire de voir ce truc dans le continu parce qu'on sait que c'est trop long, on sait qu'il y a des trucs en trop, voilà. Mais je vais voir comment il joue, je vais voir comment c'est éclairé, je vais voir un peu l'histoire, je vais voir le rythme, je vais voir ce qui se passe. Et étant très sensible à ça, moi, généralement, je rentre et j'ai une idée qui vient des sensations vues tu vois, par ce que j'ai vu. Et souvent, je vais dire, ah, j'ai eu ça la nuit, et du coup, j'envoie un petit morceau le lendemain, et c'est une façon de tout de suite amorcer quelque chose. Pour moi, j'essaye de démarrer là. Souvent, alors après, le stade du theme track, c'est-à-dire les musiques temporaires mises en montage, je mets en parallèle de moi, voilà, et j'essaye de lutter ça, ou de dire, si vraiment tu mets un truc, mets-le, mais mets-le en gros, commence pas à faire des montages dans le morceau pour le caler à ton image, parce que ça sert à rien. À la limite, mets le morceau à l'arrache, quoi, tu vois, qu'au moins tu t'accroches pas trop. J'essaie quand même de dire ça. Et puis, bah, du coup, de fournir des maquettes un peu de plus en plus, du genre, est-ce qu'il y a vraiment un endroit où tu voudrais quelque chose, comme ça je fais ça d'abord, etc. Ça, c'est l'idéal, c'est d'avoir quand même un peu cet échange-là. Souvent, c'est plutôt, on va me dire, écoute, non, attends que le montage soit fini parce qu'on on n'a pas le temps, on a 2 semaines, on doit le montrer à la télé, on doit le montrer à ceci, on doit le montrer à cela, donc on n'a pas le temps de commencer à... Donc à ce moment-là, bah, je me dis, ok, tout sera mis en theme track, mais tout aura été tellement vite qu'il n'aura pas eu le temps vraiment de s'habituer à la musique temporaire, donc ça peut aller. Et puis surtout d'effacer très très vite ça en proposant très très vite, alors à ce moment-là, la musique. C'est pour ça que souvent, si je reçois un épisode ou un machin, moi, je fais la musique en genre 4-5 jours en entier pour lui dire, ben voilà, tu mets à la poubelle ta musique, tu mets la mienne. Et puis comme ça, on discute, tu vois, et là, on affine, on machin, mais tout de suite, il faut faut pas que tu restes 2 mois avec ça, quoi. Donc, c'est pour ça que j'essaye à ce moment-là vraiment de travailler très vite, pas dormir limite, tu vois, mais pour remplacer le plus vite possible ce qu'il a mis en temporaire. Moi, c'est le moment le plus intense, c'est là. Et après, alors, là, on affine, on discute, machin, on prend compte des avis, on corrige ou pas, etc. Et voilà, donc si tu veux, tu as ça, puis j'ai un pic intensif avec la bouillotte sur la tête, et puis après, j'ai le temps de souffler un peu et de peaufiner. Et puis après, au mix, ça dépend de si je peux passer, si on veut que je passe. Souvent, on te demande de passer plus pour avoir ton avis, mais c'est rare qu'en mixage, le musicien influence quelque chose. Donc, j'ai plutôt tendance à leur dire, bah, c'est ton film, appelle-moi, mais sinon, je te laisse. Tu vois. Et est-ce que ça t'est arrivé de faire des castings de compositeurs Ouais. déjà? Ouais, alors, comment réussir ou échouer à un casting de compositeur, hein? Alors, pour le moment, bah ouais, j'ai plus souvent échoué, mais c'est normal parce qu'il y a plus de casting que ce que j'avais fait de film. Mais bah, Dijon, soit tu fais des castings, bah, typiquement, voilà, il faut un Belge. Donc, bah, du coup, ils vont prendre 4-5 Belges et puis tu fais ton truc, voilà. Soit tu fais un casting pour une raison, j'en sais rien. Enfin, oui, j'ai eu des castings. Voilà. J'ai eu des castings et
Bah, en fait, la meilleure manière, je pense, de bien faire le casting, c'est de faire ce que tu as envie. C'est peut-être un des seuls moments, en fait, où tu peux vraiment faire ce que tu veux. Parce que finalement, quand on te fait faire un casting, on te donne rarement un brief où on t'explique un peu, voilà, l'histoire c'est ça, mais on va pas te dire de composer à la manière d'eux. C'est rare en casting, je trouve. C'est plutôt, si on fait un casting, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on cherche parmi 4 5 personnes qu'on aime bien. Sinon, on ne fait pas de casting. Si on veut lui, on prend lui. Toi. Donc, je me dis que le casting, c'est le moment où je peux proposer quelque chose, peut-être d'original, de différent, ou si je veux faire un exercice de style, moi, parce qu'en fait, je suis dans une phase où j'ai envie d'écrire comme ça, bah, à la limite, je le fais. Tu vois, c'est mon problème. Et comme ça, je me dis que si j'ai le casting avec une démarche un peu différente ou culottée, eh ben, c'est génial, parce que du coup, c'est tout bénef. Et si je ne l'ai pas, bah, au moins, j'ai fait ce que j'avais envie. Et si je ne l'ai pas, c'est que ce que j'avais envie ne convient pas à ce qu'ils veulent. Et que du coup, bah, c'est qu'il ne fallait pas le faire. Et par exemple, bah, Les Rivières Pourpres, je l'ai eu sur casting, tu vois. Bah, c'est un des castings dont je suis le plus content parce que c'est quelque chose où je sais que j'ai eu le scénario des premiers épisodes et les 15 premières minutes de l'épisode 1, sans aucune indication, tu vois. Et là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire dans mon casting? Je vois que dans le scénario, Granger insiste sur il a de la terre sous les ongles, le sang coule, c'est brun. Enfin, il y a plein de détails cracra, tu vois, mais beaucoup. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, il y a quelque chose de très organique dans l'écriture, quelque chose de sale, d'un peu viscéral, tu vois. Il parle des matières. Voilà. En plus, c'était un truc sur la chasse. Il parlait de la tête coupée avec le sang qui coule. Enfin, machin. Et il y avait vraiment un côté un peu. Et je me suis dit, ben, j'ai envie que dans la musique, on soit très organique. Tu vois, pas, je veux pas de synthé un peu comme on entend dans les téléfilms avec, tu vois, les pads un peu électro là. Et je voulais du coup retrouver un peu ce que j'avais ressenti en lisant, c'est-à-dire quelque chose de brut. Donc, du coup, j'ai fait une musique en prenant des percussions avec du bois, des cailloux, de l'eau, je frappais sur des machins, je mettais quasiment pas de réverb, je faisais quelque chose de vraiment matière, du violoncelle, que je jouais avec le micro. Tu vois, tu as les violoncelles là, le micro était là, quoi. On entendait plus le crin de l'archet limite que la beauté du violoncelle. Et ce qui m'intéressait, c'était qu'il grince, c'est que ce soit un peu faux. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de ça. Je me suis dit, c'est peut-être un peu culotté, mais ça me semble chouette pour une série qui a l'air un peu crade, de faire une musique un peu crade, pour qu'on soit dans quelque chose d'un peu poisseux, tu vois. Et donc, du coup, sur le casting, bah, j'ai fait le générique avec des percussions, avec aussi des trousseaux de clés, parce que comme il passe son temps à être en bagnole, j'avais envie que la rythmique ce soit des clés de voiture. Enfin, voilà, il y avait toutes ces idées. Donc, après, j'ai fait une feuille en écrivant les intentions dessus pour qu'ils comprennent ce que j'avais voulu faire. Je trouve que c'est. Voilà. Mais donc, j'avais fait le générique. Et puis après, bah, j'ai fait donc, la première scène, c'était ce truc voilà, où il y a le cadavre dans les bois. Et donc, il y avait des percussions et tout ça. Et voilà. Et puis, il y avait des ocarinas, enfin, quelque chose qui fasse un peu. Enfin, je voulais vraiment que des trucs que j'avais enregistrés moi-même avec mon micro. J'ai presque pas de synthé. Et j'avais fait une scène sous dialogue parce qu'à un moment, il discute avec la nana allemande, là, un peu froide. Et vu que la scène était super longue, je me suis dit, il y aura de la musique en dessous parce que sinon, on va vraiment s'ennuyer quand même. Et donc, il faut sans doute quelque chose en dessous. Et on parlait un peu de la petite tension discrète tout à l'heure, là. Et j'ai fait un truc un peu comme ça, tu vois, quelque chose qui soutient, où on est le thème un peu vénéneux de la femme, mais qui laisse parler les dialogues, mais que si tu l'as pas, tu t'ennuies. Et en fait, après, quand je sais que j'ai eu le casting, après, on était, je sais pas, 5, 6, je crois, je sais plus, et qui m'ont dit que ils avaient aimé autant la démarche brute, ça, ils avaient trouvé ça génial, j'étais le seul à pas avoir fait un truc synthétique, et surtout que j'ai proposé une scène sous dialogue parce qu'au casting, les autres l'avaient pas fait. Parce qu'ils savaient, eux, qu'il y aurait de la musique sous une scène de dialogue, qu'il y en avoir plein des scènes de dialogue. C'est quand même des scènes avec des flics dans des commissariats, ils passent leur temps à parler, forcément que tu mets de la musique en dessous. Et qu'en casting, tout le monde avait fait genre la scène d'action du début, de générique, et puis éventuellement un moment en bagnole avec un plan comme ça où il n'y a pas de musique dessus, mais personne n'avait fait une scène de dialogue. Or, bah forcément que moi je me suis dit, il va y en avoir, donc j'en refais une. Et, et ben voilà les clés d'un casting réussi sur celui-là, ça a été une démarche cohérente avec le film et qui m'a semblé très personnelle, ou en tout cas, voilà, quelque chose, je me dis, je veux faire ça. Et en plus, un choix de scène qui, en fait, était intéressant à proposer. Après, les castings que j'ai pas eu, bah, je les ai pas eu, je ne sais donc pas pourquoi, mais c'est que c'était, voilà. Et donc, du coup, bah, ça, voilà, c'est un exemple de casting que je suis content d'avoir réussi et je vois qu'Olivier a une question là-dessus. Oui, Ouais, oui. Olivier. Et c'est par rapport à ça, c'est combien de temps tu as eu à partir du moment où tu as eu le scénario ou l'image pour faire ton. Bah, le casting, je l'ai fait en 3 jours parce qu'en fait, ma femme était enceinte et devait accoucher. Et je me suis dit, il faut que je travaille vite, mais si je dois l'emmener à la maternité demain, tout ça. Et donc, en fait, j'ai fait une proposition en 3 jours. D'abord parce que je me suis dit, si je réagis vite, peut-être que je serai le premier. Tu vois, et qu'on ne sait jamais. Si le truc, s'ils entendent en premier et que ça leur parle et que le reste après est moins bien, bon, on ne sait jamais. Donc, je me suis dit, je fais vite.
je faisais vite parce que voilà, il y avait un bébé qui demandait à sortir. Bon, elle a pris un peu plus son temps au final, mais voilà, à ce moment-là, je ne savais pas. Et surtout parce que si j'avais trouvé l'idée sur le scénario assez vite, je ne voyais pas pourquoi me laisser 2 semaines. Tu vois, j'avais envie de réagir un peu impulsivement, quoi. Donc en fait, j'ai lu le truc, j'ai eu cette idée. J'ai fait le thème du générique sur scénario et sur voilà, avec tout ce que j'ai expliqué. Et puis le week-end, j'ai pris la séquence et puis j'ai fait ça en un week-end. Et puis le lundi, je l'envoyais. Il y a eu des castings parfois un peu plus. En général, un morceau de casting, tu le fais vite. Après, parfois, tu attends 2 mois une réponse. Là, moi, j'avais fait ça début septembre et puis ils m'ont appelé fin octobre, je crois. Tu vois, il s'est passé quasiment un mois et demi sans nouvelles. Mais voilà, moi, je l'ai fait vite, le casting. Peut-être qu'ils attendaient aussi tout le monde. Peut-être que les autres ont mis plus de temps, j'en sais rien. Mais après, voilà, c'est fin octobre qu'ils m'ont appelé pour me dire, bon, c'est bon, tu commences la semaine prochaine, quoi. Alors, d'autres questions? Sinon, je reprends. Donc, les clés d'une bonne collaboration avec un réalisateur et une boîte de prod. Alors, avec l'expérience, est-ce qu'il y a des petits warnings, des petites alertes où tu te dis, oulala, là là, ça va mal se passer, là, je sens, j'ai déjà vécu ça, ou alors au contraire, ah, voilà, cette personne-là sait travailler avec moi, il me donne des informations, etc. Ça va bien se passer, il me met en confiance, etc. Donc, pour toi, est-ce que tu as réussi, au fur et à mesure de tes expériences, à identifier les clés d'une bonne ou d'une mauvaise collaboration au niveau de la musique de film avec des prods Ouais. et avec des réalisateurs? C'est clair que l'atout, c'est la communication là-dessus. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des réals avec qui c'était pas facile de discuter, ce qui n'empêche que le film peut être super. Mais si tu t'es battu pendant des mois et tu sais, c'est fatigant, je suis pas trop fan. Personnellement, j'ai quand même envie. En plus, je suis, tu vois, un compositeur, un artiste, de manière générale, un réal aussi, on est quand même des gens un peu fragiles, on a envie d'être aimé, etc., etc. Donc, si les gens sont gentils avec nous, c'est quand même plus sympa. Donc, moi, je suis pas, je rêvais pas de bosser avec Piala, quoi. J'ai quand même envie d'une ambiance un peu sympa. Donc, les gens avec qui ça a été compliqué, je pense que soit ce sont des surdoués, j'ai jamais vu ça de ma vie et je vais me dire, je prends sur moi, mais je vais quand même éviter d'en avoir trop, soit je vais quand même plutôt privilégier les gens que j'aime bien. Après, les gens que j'aime bien, qui font un travail qui ne me plaît pas, ça restera des copains pour aller boire un verre, mais je leur dirai que leur univers, voilà. Ou alors, ça n'a pas marché une fois, mais peut-être qu'ils vont changer d'univers. Souvent, les réalisateurs ont aussi envie d'expérimenter autre chose, tout ça. Il y a eu, voilà. Et puis, tu as des gens parfois avec qui tu travailles, ça se passe bien humainement, mais musicalement, tu fais des trucs, ça marche pas. T'en fais un deuxième, ça marche pas. T'en fais 8 ou 9, ça marche pas. Bon, tu lui dis, écoute, c'est que, en fait, ce film-là, en tout cas, c'est pas pour moi. C'est pas grave. Prends quelqu'un d'autre plutôt que de nous épuiser tous les deux, parce que voilà, ça m'est arrivé. Il y a des films, surtout des courts-métrages, curieusement, où en fait, j'ai fait des essais, tout ça, et puis on s'est épuisés tous les deux, et on s'est dit, bon, je te trouve quelqu'un d'autre, même d'ailleurs, je l'ai refilé à quelqu'un d'autre, avec qui ça s'est super bien passé. Parce que, moi j'aime bien le réalisateur, mais son film, ça n'allait pas. Et puis l'autre, je pensais qu'il serait mieux. Donc, tu vois, c'était bien pour tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut, je pense qu'avec. En fait, déjà, il y a les histoires d'ego. J'entends beaucoup parler de ça aussi. Ouais, l'ego des musiciens, tout ça. Je pense que si tu fais de la musique de film, ton ego, il faut le mettre de côté parce que tu vas t'en prendre plein la gueule dans le sens où c'est ta musique, mais c'est d'abord le film. Et le patron du film, c'est le réal en premier. Et donc, du coup, je pense que il faut savoir se dire les choses, c'est-à-dire, je remonte, ce sera un peu mieux. J'ai pas de problème personnel avec toi, donc si on se dit des choses franchement, genre ça ne fonctionne pas, c'est pas contre moi, ça ne fonctionne pas parce que ça fonctionne pas pour le film. C'est pas moi qu'on rejette, c'est une séquence, par exemple. Et à l'inverse, si moi je te dis, écoute, là je pense que tu te trompes sur la musique, etc., je ne suis pas en train de dire que tu es nul, je suis en train de te dire, je pense que ton film raconte ça et que la musique devrait raconter ça. C'est absolument pas personnel. Donc déjà, si tu arrives à distinguer ça, en général, c'est quand même mieux. Pour moi, voilà. Et je pense que plus il y a d'échanges, plus on apprend. Parce qu'au début, parler avec un réal, comme tu disais, on n'a pas le même langage en plus. Donc, il faut arriver à communiquer sur les attentions, les émotions, ce genre de trucs-là. Donc, il faut trouver la clé de la communication. Et plus on se parle, plus on la trouve.
Tu vois, ah bah écoute, j'ai vu ta séquence, mais ça marche pas. Ah, pourquoi? Ben, je sais pas, je trouve que j'ai l'impression que c'est trop gros, ou j'ai l'impression qu'on n'est pas avec lui. Tu sais, tu fais parler le réalisateur, et du coup, tu lui dis, bah tu, je vais essayer de faire ceci, et tu lui renvoies un truc pour montrer que tu es à l'écoute. Et lui, du coup, puisqu'il voit que tu réagis, bah, il a envie tu vois, c'est un échange. Je pense que plus il y a de l'échange, plus ça va bien se passer. Et dans les collaborations que j'ai eues, bah, c'est toujours celle où j'avais le plus d'échanges que ça fonctionnait le mieux, quoi. Même si parfois ça durait très peu de temps, hein. Quand j'ai fait Le Renard et l'Enfant, j'avais 10 jours pour faire toute la musique. Mais Luc Jacquet venait tous les soirs, le producteur venait tous les matins. Donc on avait tous les jours un échange sur ce que j'avais fait pendant la journée. Donc bah, ça fonctionne très bien sur 10 jours. Il y a des films, j'ai travaillé des mois, mais parfois pendant 3-4 mois, j'avais zéro nouvelle. Bah, là, tu te demandes, bah, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il me veut encore? Et ça, bah, bof, quoi. Ça t'est arrivé de débloquer des situations, c'est-à-dire que vous ramez dans une collaboration, et puis d'un coup, tout s'éclaire parce que tu as trouvé quelque chose où le réalisateur a réussi à te dire le mot Ouais, qui a fait que ça y est. Tu peux ouais, nous illustrer ça si c'est possible? c'est arrivé. Bah, sur Shum, on a eu des blocages qui étaient donc soit liés. Bon, là, j'ai raconté sur le temporaire tout à l'heure, mais ça, c'était, on a trouvé, tu vois, comment faire. Sur, je ne sais plus, il y a une séquence où il court derrière l'alligator, là, un truc où ça change vraiment beaucoup de musique tout le temps. Et franchement, c'est une séquence, on a fait beaucoup de versions, parce qu'il y a toujours un truc qui n'allait pas, mais là, c'était vraiment une histoire de, je sais pas, c'était peut-être tellement précis que c'était un peu compliqué, mais c'était pas, voilà. Et à l'inverse, il y a des séquences où j'avais l'impression que je trouverais jamais. Et puis je sais qu'à un moment, ils m'ont appelé en me disant, bah, c'est exactement ça. Et je ne sais pas pourquoi. Parfois, j'ai fait un morceau et c'était exactement ça. Ou à l'inverse, effectivement, toujours sur Shum aussi, il y a quand même un truc où la séquence sur le toit, c'est une valse, là, et moi, j'avais écrit mon thème, etc. Et puis, à un moment, cette séquence de toit, on savait qu'on allait devoir s'y affronter parce qu'elle fait 4 minutes, que c'est le moment où ils se retrouvent. Enfin, c'était un truc. Et je sais que quand on avait bu un verre, parce qu'en plus, avec Shum, ce qui avait été compliqué quand même, c'est qu'ils étaient ils étaient à distance, tu vois, on se parlait par Skype, par téléphone, mais ça ne remplace pas quand tu vois quelqu'un en vrai. Tu vois, il y a quand même, voilà, je trouve une différence. Là, si je vous avais tous autour d'une table, ce serait différent aussi. Et c'est vrai qu'on sentait que nous, on avait besoin de se voir et qu'on ne se voyait pas tant que ça. Et donc, parfois, tous les mois, j'allais à Paris, on prenait un verre et on parlait. Et à un moment, il a lâché je ne sais pas pourquoi, mais je verrais bien une valse sur le toit. Et c'était le mot qui a déclenché le morceau. Tu vois, c'est effectivement une valse. Ce qui est dans le fond ce que j'avais envie de faire, mais que je n'avais pas compris. Parce que dans la mélodie, c'était en 3-4, en 3 temps, donc en fait un rythme de vase, mais sauf que c'était joué comme une berceuse. Enfin, voilà. Tu vois, je n'avais pas spécialement tilté que mon envie était de faire une valse, parce que je m'en étais pas rendu compte. Et lui, en fait, on avait envie, et en lâchant le mot, ben, on l'a fait, c'était réglé dans la semaine. Là. Tu vois, cette séquence, il n'y a plus touché. Donc parfois, tu as un mot tout bête qui déclenche le truc. Et j'ai plein de films comme ça où il y a eu. Tu vois, quand j'ai fait. Là, je suis sur la saison 3 des Rivières Pourpres, où il y a une séquence un peu à la Midsommar. On arrive dans une fête un peu bizarre, tu vois, et il m'a lâché. Bah, pense juste pour la musique, tu penses juste chaleur, sexe, machin. Il donne 3-4 mots-clés. Bah, c'est des mots-clés qui suffisent à, ok, chaleur, donc je vais prendre des instruments un peu avec du vent. Tu vois, moi, après, c'est mon imaginaire qui cherche sur les mots-clés. Mais c'est pour ça qu'un réel est super important. Il ne faut pas me dire, mais une clarinette, il faut me dire, pense chaleur, sexe, toi. Ça va beaucoup plus me laisser imaginer des trucs et je vais pouvoir le surprendre. Parce qu'après, que je lui avais fait des trucs, il a fait, c'était génial, je n'avais pas du tout imaginé ça dans le même épisode, tu vois. Et alors là, tu es content. Tu te dis, ah ben j'ai amené un truc qu'il n'avait pas pensé. Et là, la musique sert à quelque chose puisqu'il n'avait pas pensé à ça sur la musique et avec, c'est mieux. Donc, c'est vraiment, vraiment du dialogue. Le réal, il doit apprendre à communiquer ses intentions, voilà, parce que c'est ce qu'il veut. Pas nous parler de musique, il faut éviter. Nous, il ne faut pas lui parler d'harmonie, de machin, parce qu'il s'en foutra. Mais il faut essayer voilà, je pense que la base, c'est l'émotion qu'on veut mettre dans la scène, lui et moi, en fait. Et là, du coup, avec l'expérience, tu as des outils pour l'aider à communiquer ses intentions. Tu as des Bah, par questions que lui, tu poses bah, de toute façon, c'est régulièrement. toujours la même, c'est toujours lui dire, écoute, qu'est-ce que tu veux dans cette séquence-là? Pourquoi tu veux de la musique? Mm. Et c'est quoi que tu veux raconter? Qu'est-ce que, voilà. Alors, Mm. c'est vraiment ça parce que j'ai besoin de savoir ce que lui veut, en fait. Parce que Mm. moi, j'ai mon idée. Je peux lui dire, Ouais. moi, je verrais bien ça. Mais et ça, je vais le dégainer s'il me dit, écoute, je sais pas, je pense qu'il faut de la musique parce qu'il faut de la musique, tu vois. Là, déjà, c'est compliqué parce que peut-être que ça veut dire que son film n'a pas besoin de musique aussi, hein. Je vois mal Haneke foutre de la musique partout. J'adore Haneke en plus, mais voilà, pour moi, Mm. c'est des films où le but, c'est que tu n'en mettes pas.
Mais par exemple, si le réalisateur me dit bah, la prod m'a dit qu'il fallait de la musique, mais je ne sais pas quoi faire, je vais me dire ok, bon, déjà, est-ce que tu en veux vraiment? Et si tu en veux et que tu ne sais pas, à ce moment-là, je te propose. Mais la première idée, c'est voilà, tu as fait cette scène, tu veux raconter quoi? Et si tu ne sais pas, en musique, c'est pas moi, c'est pas grave, tu me dis, tu veux raconter quoi? Ah ben là, je veux que voilà, on comprenne ceci, tu vois. Et je vais dire, eh ben, ok, je prends ça et je vais en faire une musique, et puis on va voir si tu retrouves l'intention que tu m'as expliquée dans la musique. Et donc, je fais une musique, je la mets sur la scène, je lui montre le truc, et puis on en parle, on dit alors, etc., quoi. Et j'adore quand Réal me dit, soit il me dit, ah bah là, ça c'est terminé, j'ai ma petite larme, ok, bah c'est que j'ai réussi. Ou quand il me dit, écoute, là ça va pas du tout, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'avec la musique, on est avec le gamin, alors qu'en fait c'est une séquence où c'est le vieux qui est seul chez lui. Ok, d'accord, bah alors ça veut dire que tu veux éclairer l'autre personnage, et ok, bah j'écris, voilà. Et ça, c'est super bien. Moi, c'est un métier où on va composer, on va faire, allez, tu vas faire trois fois plus de travail que ce qui sera dans le film. C'est-à-dire que si tu fais, tu vois, il y a les 2 tiers de ton boulot va aller à la poubelle. Mais les 2 tiers de ce travail vont servir à trouver ce qui reste. Donc, il faut savoir qu'on écrit plus, qu'on écrit vite, voilà, mais que c'est ça qui permet de créer la musique commune avec le réalisateur, quoi. C'est à tâtons quand même, hein. Et pouvoir. Et tu- Mhm. Et est-ce que tu entretiens des relations aussi professionnelles avec les autres membres de l'équipe que le réalisateur? Tu nous as parlé beaucoup du réalisateur, Oui. donc tu as une relation privilégiée, mais est-ce que tu Ouais. travailles avec les monteurs, avec les mixeurs, avec les producteurs? C'est quoi le type de relation que tu as avec ces gens-là? Est-ce que c'est des relations conflictuelles? Est-ce que c'est des relations où tu arrives à faire passer des choses au réalisateur grâce au soutien d'un monteur Alors ça, le monteur est super important parce que souvent le monteur, déjà, c'est lui qui met les musiques temporaires. Et donc, s'il a un compositeur qu'il aime bien, il va peut-être mettre des musiques du compositeur qu'il aime bien dans l'idée de dire au réal, tu vois, il faut le prendre lui parce que j'ai bossé avec lui, ou bien il a fait ça, j'aime bien, ou bien je viens de faire un film avec lui, c'était super. Et là, c'est vrai que j'ai malheureusement pas beaucoup encore de contact avec des monteurs, enfin vraiment de relations avec des monteurs. Ça, il faudrait que j'en aie un peu plus. Je commence à en connaître plus quand même. Là, bah, je parle encore des Rivières Pourpres, mais justement, je suis en train de bosser sur la saison. Il y a une monteuse qui s'appelle Aïn. Depuis la saison 1, elle fait quelques épisodes. À chaque fois que c'est Aïn, elle m'appelle pour quand elle a commencé à monter, elle me dit je vais mettre ça, je vais faire ci, j'ai pris ça chez toi là, voilà. Là, elle m'a demandé tu pourrais me filer un truc pour demain pour mettre sur ce bout-là et on se téléphone et effectivement ça c'est très chouette parce que du coup voilà c'est important. Relation très importante que j'ai commencé à découvrir aussi, c'est pas spécialement toujours le cas, mais c'est le monteur son. Typiquement sur Les Rivières Pourpres ou sur Shum, ça a été essentiel. C'est-à-dire que Shum, en plus, étant un film sans dialogue, c'est la musique qui raconte tout et le son. C'est-à-dire que là, c'était même plus qu'un monteur son, c'était un créateur sonore, Gurvas, qui bosse avec Dupontel, et qui a créé la voix des chouettes et tout ça. Et en fait, bah, là, on a vraiment beaucoup envoyé nos trucs les uns aux autres pour que dans le mix, ça soit très harmonieux, parce qu'on savait qu'au mix, plutôt que de se battre, valait mieux que, bah tiens, là c'est plus la musique, là c'est plus le son, moi j'enlevais ici pour que lui passe, lui il avait ma musique, donc il se greffait dessus, etc. Et je viens de faire pareil aussi sur, voilà, sur les rivières, je viens de faire pareil avec un monteur son, où en fait il y a des séquences de cauchemar, et on se les envoie. J'ai fait telle musique, ou moi je décide que par exemple sur le cauchemar, je vais faire genre, tu vois, plutôt une nappe pour que lui soit vachement sombre, brutal, ponctuel et tout, donc je vois pas l'intérêt moi de faire pareil à la musique. Et à l'inverse, des moments où je vais dire, bah, tu sais, voilà, là, on la joue mélodie, et donc toi, tu t'en fais moins. Et du coup, bah, on a travaillé ensemble, par exemple. Et en fait, ça, c'est super. Le but étant qu'en mixage, si tu mets les deux ensemble, bah, ce soit déjà pré-mâché un peu, tu vois. Et on sera tous contents parce qu'on ne se bouffe pas. Effectivement, sinon, c'est là que ça chope un peu en mix, c'est la bataille. Quand tu as beaucoup de sons, beaucoup de musique, déjà, on va mettre la musique moins fort, et puis personne ne va être très content. Donc, pour moi, le monteur, c'est chouette si on peut avoir un rapport avec. Le monteur son, c'est chouette si on peut avoir un rapport avec. Le mixeur, c'est chouette. On aura moins d'influence, je pense, quand même. Les producteurs, forcément, quand on a une relation avec, de un, parce qu'ils nous engagent, ils nous payent. De deux, parce qu'ils supervisent le film, quand même. Et que forcément, ils ont un droit de regard. Et que forcément, bah, moi, quand j'ai toujours le producteur qui donne son avis sur ce que j'ai fait. Et quand il me fait des remarques, j'en tiens évidemment compte. Et que c'est important de bien s'entendre avec un prod, parce qu'un prod qui aime bien ce que tu fais pourra peut-être te glisser sur d'autres prods ou parler de toi à d'autres réalisateurs. En France, on a un système où c'est le réal qui choisit. Aux États-Unis, c'est plutôt les producteurs qui choisissent. Mais quand même, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Si tu vois, je pense que j'essaie quand même d'avoir des bons rapports avec tout le monde, et même des comédiens. Je veux dire, moi, il y a des comédiens qui sont devenus des amis, et du coup, ça peut être chouette. Si je me retrouve sur un film avec eux, ça va m'aider aussi à travailler, tu vois. J'ai envie d'être ami avec tout le monde, quoi. C'est un peu...
D'accord. Est-ce que ça t'est arrivé de travailler plusieurs fois avec un même réalisateur et comment cette relation évolue au fur et à mesure des films que vous faites ensemble? Ouais. Donc là, si je mets à part Les Rivières Pourpres, vu que forcément il y a les réals qui reviennent et que c'est la même prod et que la relation évolue au fur et à mesure qu'on se connaît de plus en plus et que je peux tester de plus en plus des choses. Donc ça, c'est chouette. Je peux un peu imposer. Maintenant, l'avantage sur la série, c'est que bah, vu que j'ai donné l'identité musicale de la série, je suis le seul en fait à être là sur tous les épisodes avec Olivier Marchal et Eric Hyacinthe. Sinon, les réals changent, les monteurs changent, tout le monde change, sauf moi. Donc finalement, après avoir fait plus de 20 épisodes, je peux dire à un moment donné, je fais ça parce que c'est en lien avec ceci, parce que c'est le thème de machin, parce que dans la saison 1, il y avait ça, ou bien je fais ça parce que c'est une idée que j'impose, parce que bah, je pense avoir le droit de connaître assez la série pour le faire. Donc là, maintenant, pareil, hein, j'impose jamais rien contre les gens, mais je suis force de proposition quand même. Donc ça, c'est pas mal. Sinon, j'ai eu, en long métrage, j'ai pas eu de collaboration suivie pour le moment. Ça a été des one-shots, sauf un réal kurde avec qui j'ai fait 2 films. C'était passionnant d'ailleurs parce que c'était tellement une autre culture que moi que c'était un mélange et c'était un peu dans la même mouvance qu'un jour ça ira, quel docu dont tu parlais en début d'intervention. Ça fait partie, quand j'ai travaillé soit pour les Kurdes, soit pour Souleymane Cissé au Mali, etc., c'est-à-dire des autres cultures que moi et qui ai dû intégrer des éléments d'une autre culture dans ma musique et en même temps faire que ce ne soit pas de la musique folklorique, sinon ils ne seraient pas venus me chercher. Ils voulaient un mélange entre l'Europe et eux, si tu veux, c'était un peu ça. Bah, j'ai enrichi mon écriture ou trouver des trucs que je continue à mettre même dans les autres films, etc. Donc ça, c'était super, j'ai adoré le faire. Et c'est pour ça que j'adore faire des films du monde, tu vois, parce que j'apprends vraiment beaucoup sur la musique aussi. Mais j'aurais adoré poursuivre avec Luc Jacquet, évidemment. Bah, après, lui, il a changé encore plusieurs fois, puis maintenant, il est avec Cyril Aufort et c'est très bien. J'aurais adoré poursuivre avec tout le monde. Jusque-là, je n'ai pas encore eu en cinéma de choses suivies. En court-métrage, j'ai des réals avec qui j'en ai fait plusieurs. Et c'est pareil, on parlait tout à l'heure du docu que j'ai un peu financé l'enregistrement, mais c'est parce que c'est un réal avec qui je crois vraiment qu'on va faire des choses et que je pense que s'il arrive à faire son long, on va le faire, etc. Il y a des gens, tu te dis, il faut les accompagner. Et ça, ben, ce qu'il y a de chouette, c'est que si tu as déjà fait un film avec, quand tu démarres en deuxième, tu sais au moins comment se parler. La musique repart à zéro. Et typiquement, sur le deuxième film de Sébastien, donc le court-métrage là, ben, ça a été plus dur en fait de faire la musique parce que le film est plus compliqué à mettre en musique. Mais par contre, ben, on se connaît, on sait qu'on a bien travaillé, on sait qu'on aime bien, on sait que j'aime les cordes, etc. Donc tu démarres sur quand même, surtout si l'expérience était bonne, tu pars sur une bonne base, quoi. Ça, c'est quand même chouette. Donc, c'est comme dans toutes les relations amicales et tout ça, plus ça avance, bah, plus c'est agréable quand même. Et puis, tu vas peut-être, du coup, on va oser te proposer des défis, on va oser te demander de créer plus. Je vois, comme Bruno Coulet parle de sa relation avec Bonin Jaco, au début, c'était peut-être plus le compositeur de film. Après, il a fait des trucs comme Au fond des bois, où c'est lui qui a fait tout le concerto en amont, et c'est Jaco qui commence à monter la musique. Tu vois, il peut créer des choses parce qu'ils ont développé une relation où de plus en plus le compositeur peut proposer des choses un peu inattendues. Et ça peut arriver, je pense, à force de travailler avec un réal. J'ai l'impression. Alors, comment tu vois évoluer ton métier de compositeur avec qui se profile dans les rapports, dans les budgets, etc. Est-ce que tu as remarqué une évolution dans les dernières années et Alors récemment dans les budgets, l'évolution n'est pas très bonne. Il y a de moins en moins, ça c'est clair. Surtout quand tu bosses en télé, en docu, tout ça, c'est de pire en pire. L'édition, ben, voilà. Donc là, bon, enfin, faut tenir, mais à un moment, il y a un moment où on peut quand même pas descendre, sinon on peut même pas payer le matériel dont on a besoin et tout ça. Donc là, il faut quand même faire gaffe. Et ça, c'est compliqué aussi. Je me mets à la place parce que j'ai été pareil. Hein, quand tu es un jeune compo, moi je vois mes élèves qui sortaient de classe, tout ça, et qui disent bah, au début, je fais le truc pour pas cher, il faut bien que je commence. C'est vrai. Tu peux pas direct, tu arrives demander 3000 balles, tu n'as rien fait. Voilà, donc tu démarres peu, mais c'est vrai que du coup, tu commences pas cher. À quel moment tu peux commencer à demander plus cher? Et si tu deviens trop cher, la prod peut te dire ouais, mais il y en a un moins cher. Donc ça reste quelque chose de délicat et j'avoue que voilà, c'est compliqué de donner des leçons là-dessus, mais c'est vrai que les budgets, mais comme pour tout le monde, de toute façon, les budgets ont tendance à être de plus en plus serrés, particulièrement en télévision. Cinéma, ça dépendra toujours des films, des prods, de tout ça, mais je pense que ça, c'est un peu délicat. Après, voilà, avec la notoriété et tout, bah, forcément que ça peut remonter. Voilà, c'est que bon. Mais ça, je dirais que la question de l'argent, bah, elle est délicate, mais elle a toujours été délicate dans les métiers artistiques. Bon, voilà, il y en a qui travaillent. Donc ça, là-dessus, je peux pas trop faire une généralité. Par contre, bon,
le travail à distance, ben là, le confinement, tout ça, ça a quand même familiarisé les gens aussi avec la distance et le musicien étant quand même pas quelqu'un d'essentiel sur le plateau, par exemple. C'est quelqu'un avec qui on peut se faire des Skype et tout. Et les réals ayant pris parfois un peu le pli de faire ça, ça peut être, voilà, ça peut avoir facilité peut-être certaines choses. Tu vois, moi, je sais que quand je suis parti de Paris, on me disait, ouh là là, mais tu vas plus travailler parce que tout est à Paris, etc. Et j'avais un peu peur de ça quand même. Et en fait, j'ai travaillé sans problème en étant ici parce que bah, finalement, bon, pour aller à Paris, il y a des TGV, mais je ne dois pas être à Paris tous les jours. Je dois être dans mon studio, en fait. Tu peux faire des envois par mail, tu peux te faire des conférences par Skype et te faire un point à Paris une fois par mois. Et en fait, bah, finalement, ça ne change rien en soi à la dynamique de travail. Donc finalement, bah, ça, je vois que ça permet aux gens de se dire, on n'est plus obligé d'être à Paris pour être compositeur. Tu vois, il faut être à Paris pour rencontrer les gens, les prods, les rendez-vous, il faut y aller. Mais après, tu peux bosser chez toi dans ta cabane, quoi. C'est pas grave. L'important, c'est d'envoyer ta musique. Et donc ça, Internet, ça a quand même aidé. Après, Et au niveau technologique? bah, là, il y a de plus en plus de super samples, de super logiciels. Je pense qu'il faut par contre que ça reste des outils. C'est-à-dire que maintenant, tu as des sons, tu appuies sur un doigt, il fait la musique tout seul. Tu vois, avec les harmoniques et tout, tu as des logiciels. Apprenez à composer la musique, tu mets le machin, il te fait un 4, 5, 1, enfin, il te fait tout seul. C'est bien, mais tout le monde ne va pas le faire parce que si tout le monde fait ce logiciel, tout le monde fera la même musique, c'est un peu pourri. Et qu'à un moment, bah, ce sont des outils, mais les idées, ça reste les tiennes. Donc, du coup, je pense qu'il faut faire gaffe aux outils, avoir des bons outils pour bien travailler, mais pas des outils qui font des trucs à ta place et pas trop bons non plus parce qu'il est arrivé des choses où je faisais des maquettes tellement bien qu'on me dise, bah, en fait, et après, j'avais enregistré et après, on m'a dit, bah, finalement, j'aimais mieux le son de la maquette et ça, c'est quand même un Ah peu ouais. chiant. Donc, du coup, à ce moment-là, je fais mes maquettes bien, mais pas top, quoi, tu vois, juste pour que ce soit bien. Ok, c'est des violons. Ouais, mais les violons ne sont pas très beaux. Bah oui, mais alors on va enregistrer des vrais. Voilà, tu vois. Il faut trouver la limite comme ça. Donc, ça, j'ai. Mais la technologie fera toujours des sons de mieux en mieux. Genre, tu peux avoir tout l'orchestre chez toi. Ouais, mais tu l'auras jamais. Donc, je suis méfiant avec ça. Moi, je préfère me dire, j'ai trouvé des sons qui me conviennent, je les garde, en fait. Et de temps en temps, j'en découvre des nouveaux. Mais tu vois, typiquement, les banques de sons d'orchestre, j'en ai acheté une que j'aime bien, j'en ai testé 3 autres, je les aime pas, je vais pas les acheter, je ne vois pas l'intérêt, même si tout le monde travaille dessus, parce que c'est pas les miennes. Donc, il y a ça. Après, sur la musique, on parlait tout à l'heure du fait que peur de la musique et de mettre la musique en dessous et tout ça. J'ai quand même l'impression qu'on a passé la vague post-film naturaliste, pas de musique, Frères Dardenne, et que les cinéastes de maintenant sont ceux qui ont été biberonnés aux années 80, Gremlins, Retour vers le futur, Star Wars, tout ça, qui sont quand même des films pétés de musique. Et en fait, enfin, les cinéastes que je rencontre qui sont plus jeunes euh, ont dans l'oreille, ont dans leur souvenir, ont dans leur goût des films où il y a de la musique quand même plus, tu vois. Et donc, du coup, il y a un peu plus un retour d'une envie de musique. C'est-à-dire que la mélodie fait peut-être un peu peur encore, ou vaut mieux sound Ouais. design, machin. Mais quand même, si tu leur trouves un thème et que ça leur plaît, il y a un déclic qui se fait qui est ah, c'est quand même la mélodie de mon film. Tu vois. Et ça, moi, par contre, je me bats pour ça. J'essaye vraiment de trouver toujours une mélodie, même si elle est un peu cachée en dessous, tout ça. Mais là, tu vois, sur Shum, je sais que, bon, c'est une. Voilà, quand on a trouvé une mélodie, qu'ils l'ont aimée, et que quand il y a des projections en salle et que les gens sortent et sifflent la mélodie, tout le monde est super heureux, moi, mais eux aussi, parce que tu vois, tu gardes le film avec toi. La musique, c'est un prolongement du film. C'est d'ailleurs pour ça qu'on achetait autant de BO, c'était pour revivre le film, avoir la vidéo, on écoutait la musique à la maison, on se rappelait des scènes, ça. La musique a ce pouvoir-là aussi quand même. Donc moi, je trouve qu'une mélodie, enfin là, moi, je peux te chanter Star Wars, je ne vais pas te chanter, je ne sais pas quel film de sound design, j'ai du mal, tu vois. Et je trouve quand même que moi, je suis très attaché à ça. C'est pas pour ça qu'il faut balancer 54 mesures de mélodie. Parfois, Les Dents de la Mer, c'est 2 notes et tout ça, mais c'est l'âme d'un film. Et donc, je pense que ça, arriver à reconvaincre les réalisateurs qui, tu leur dis, mais tu vois, La Guerre des Étoiles, Retour vers le futur, Indiana Jones, bah, ils disent, ah ouais, c'est vrai. Bah, arriver à réenclencher ça, pour moi, j'essaye vraiment, vraiment. Et parce que moi aussi, c'est mon terrain de jeu. Je peux m'appuyer sur une mélodie, j'ai envie de ça, quoi. Ceux qui ont envie que de sound design synthétique, allez voir, voilà, bah, ce sera pas avec moi, quoi. Voilà, j'ai peut-être un peu dévié, mais heureusement, je pense qu'il y a ce retour que ce retour à la mélodie va venir. On s'est un peu lassé de l'ambiance son, toi, à 100%. J'espère. Alors, ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions?
Je parle beaucoup, j'espère que je les en fatigue pas groupe. trop. N'hésitez pas. Ah C'est oui, quoi? Mathias. Ah, Ouais. Mathias, ouais. Mathias. Vous parliez tout à l'heure de John Williams, de Vladimir Cosma. Hmm. À cette époque-là du cinéma, il y avait beaucoup de thèmes musicaux dans les films qui étaient Oui. reconnaissables et qu'on pouvait sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai presque l'impression qu'il y en a peu. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez, vous, avec les réalisateurs, avec les producteurs? Est-ce qu'il y a des demandes pour que justement les musiques n'en aient pas ou inversement, des fois on vous le demande? Bah, en fait, il y a effectivement, je trouve, moins de thèmes maintenant et plus de. Alors, il y a une chose intéressante aussi, c'est s'il n'y a pas de thème, mais par exemple des travails de texture sonore, des trucs pareils, genre je pense à des films comme Under the Skin ou ce que peut faire Johnny Greenwood, c'est-à-dire des gens qui vont pas être sur la thématique, mais qui vont créer des sons, des choses comme ça peut donner une identité aussi. Après, un son peut être génial sur un film, un son ne sera pas le son de 25 films, donc c'est limité. Mais j'ai rien contre cette approche. J'adore ce que peut faire, par exemple, Cliff Martinez sur Neon Demon, alors qu'il n'y a pas de thème, mais il y a un son, voilà, des choses comme ça. Mais effectivement, il y a moins de thèmes parce que d'abord, le thème, c'est tout de suite quelque chose dans ta gueule quand même. Tu vois, une mélodie, elle arrive, tu n'y échappes pas, quoi. Donc ça fait peur au réal parce que, oulala, ça ne prend pas sur mon film. Donc, il faut leur expliquer que non, ça ne prend pas sur le film, qu'au contraire, c'est une connexion avec le spectateur et le personnage, par exemple. Typiquement, si tu as un film avec deux personnages et que chaque personnage a son thème, tu ne le balances pas tout le temps. Mais si, à 2, 3 moments du film, quand il évolue, tu mets le thème et qu'à la fin, le thème revient genre en mode triste, tu vois, tu l'as mis 2 fois, eh ben, ça crée une connexion, ça crée des choses. Le spectateur, tout de suite, il plonge autrement. Et là, moi, je peux convaincre en disant, regarde, tu vois, tu as eu le thème au début, on l'a plus eu, on l'a oublié et tout. À la fin, clac, on le balance dans un mode triste. Tu vois, bah, tu ressens tout de suite quelque chose qui est inexplicable, qui est de l'ordre de ce personnage est malheureux parce que sa mélodie, tu l'as entendu au début, tu l'as à la fin. Et bah, ça, c'est très fort. Et ça, s'ils s'en rendent compte, parce qu'en l'entendant, ils peuvent le sentir. Et tu leur dis, ben voilà, un thème ne veut pas dire non-stop. Hein. Un thème veut dire, si tu le places bien, franchement, c'est un vrai atout. Et ça, quand même, je trouve qu'on peut arriver à essayer de le faire repasser. En tout cas, je me bats pour ça beaucoup. Et puis après, bah, je sais pas, je vais te sortir Game of Thrones ou des trucs pareils. Tout le monde connaît la mélodie. Je vais leur dire, je suis désolé, il n'y a peut-être pas beaucoup de thèmes. Quand il y a un thème génial, tout le monde le chante, quoi. Donc, le thème, le thème, en fait, il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas le rejeter. Ça veut dire, il ne faut pas mettre un thème partout parce que, voilà. Mais il ne faut pas ne pas en mettre parce que tu te prives de quelque chose. Il faut savoir cibler ce que tu fais de ton thème. Mais moi, la base de mon travail est toujours d'essayer de trouver le thème. Donc, du coup, je propose toujours des trucs avec des variantes, même autour du thème, tu vois. Et si je suis pris, c'est que il y a au moins un point de départ thématique. Et donc, même si on le mettra que 2 fois dans le film, il sera là. Donc en effet, ça, c'est moins le thème à tout prix. Mais je pense que quand il y a un vrai bon thème, tout le monde il le sait, quoi. Et là, par exemple, l'animation, un thème comme Dragon ou un thème comme des trucs pareils, ouais, bah, c'est bon, quoi. Tu vois, tout le monde, voilà, c'est irremplaçable. D'autres questions? Je suis déjà timide. Non? Frédéric, Émilie. Donc, outre le projet de film que tu as en tant que réalisateur, sur quel projet tu travailles actuellement, Là, bah, je suis sur David? là, donc je suis sur la saison 3 des Rivières Pourpres. J'ai fait les 4 premiers, je dois faire les 4 derniers. Là, je les reçois au fur et à mesure, puisqu'en fait, tu as 2 épisodes qui se tournent en même temps que 2 épisodes se montent, en même temps que 2 épisodes font la musique. Donc là, bah, voilà, il me reste la moitié de la saison 3 à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas énormément de choses signées là. Bah, je vais peut-être avoir un documentaire pour la télé. Là, je dois rappeler tout à l'heure le producteur. Donc, bon, ça, c'est toujours chouette. J'aime bien. J'aime bien en faire encore de temps en temps. Moi, mon rêve, c'est la fiction. J'ai démarré en faisant de la fiction, Renard et l'enfant, tout ça. Mais le documentaire, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à faire dedans. Musicalement, tu peux même être parfois plus créatif parce que parfois, on va se dire, ouais, c'est la musique d'un documentaire, on va moins faire attention. Et en fait, tu peux parfois inventer plus de choses. Et j'aborde quand même les documentaires comme des histoires aussi. C'est-à-dire, j'aime bien avoir une mélodie qui évolue, tout ça. Donc, en fait, je trouve que quand tu trouves du plaisir à le faire, voilà. Donc, je vais sans doute encore en faire un. Après, pour le moment, il n'y a rien de signé. Bon, on a un projet de ciné-concert autour de Choum qui, avec le Covid, c'est un peu tombé, c'est postposé, mais on va le faire. Donc là, je retravaille les partitions pour que ce soit joué tout en direct, etc.
Après, rien de concret. Moi, on m'appelle souvent tard, hein, donc voilà, je croise les doigts. Voilà, j'espère qu'il y aura d'autres choses. J'ai eu des rencontres avec des producteurs avec qui j'espère travailler, avec Zilam, ça s'est très bien passé. On a peut-être projet de faire des choses, on ne sait pas encore quoi. Mais voilà, je suis évidemment toujours à la recherche, toujours ouvert des rencontres. Évidemment que je rêve de faire un film de cinéma, parce que pour le moment, il n'y en a pas. Mais Est-ce qu'on peut venir te contacter pour faire encore un court-métrage ou est-ce que tu as arrêté le court-métrage? non, Est-ce que tu fais un travail de veille vis-à-vis du jeune cinéma, des cinéastes émergents, des boîtes de prod émergentes où tu n'as pas le temps de… alors, disons que j'ai pas le temps de tout. C'est clair que les courts-métrages, bah, c'est un peu plus si j'ai le temps, etc. Après, bah, tu vois, là, j'en fais soit parce que j'ai confiance j'ai confiance dans le cinéaste ou que son film est super, et parce que pour moi, le court-métrage, c'est la carte de visite d'un réal. Et le réal peut faire des choses après ou pas, mais je trouve toujours intéressant de rencontrer les réalisateurs au début parce que bah, si jamais ça fonctionne bien, on peut créer une collaboration. Donc, je ne vais jamais rejeter des courts-métrages sur le principe que c'est un court-métrage. Tu vois, je préfère faire un bon court-métrage que de chiant. Voilà, je trouve que… Donc, du coup, effectivement, si quelqu'un a envie de me proposer un truc, que j'ai le temps, qu'il y a un peu d'argent, ou j'en sais rien, enfin, on en parle, mais là-dessus, je ne suis pas fermé, puisque le but est de trouver des collaborations et des réals. Voilà, moi, je surveille un peu ce qu'il y a, j'essaie de regarder si je vois des projets qui m'intéressent, j'essaie de les contacter. C'est vrai qu'après, démarcher tout, c'est compliqué, mais parfois, je vois passer un truc en disant je voudrais le faire, et puis bah, soit il y a déjà quelqu'un, et ben voilà, soit s'ils ne savent pas, bah, ils peuvent au moins me mettre de côté. Et puis après, ça c'est comme pour tout, je ne sais pas trop d'où viendra le travail. Je sais que j'ai de la chance qu'il y en a quand même toujours. Parfois, il y a des périodes de trou, mais j'ai quand même la chance de travailler et de vivre de ça depuis des années. Donc, je me dis que c'est déjà bien. Mais qu'après, tout peut s'arrêter. Et que du coup, il faut toujours être à l'affût de ce qui se fait, quoi. Mais j'espère qu'à l'inverse, à force de faire des choses, je commence à me faire entendre avec ma musique et qu'on vienne me dire j'ai adoré Les Rivières Pourpres et j'ai envie de bosser avec toi, par exemple, toi. Ça, c'est en force de faire des trucs. Et est-ce que tu as un agent et est-ce que tu travailles avec des score producers, les superviseurs Alors, musicaux? j'ai un agent, enfin en tout cas quelqu'un qui effectivement s'est mis à son compte pour devenir agent et du coup, ben, l'avantage c'est qu'il n'a pris que moi pour justement voir en plus si ça fonctionne, etc. Donc voilà, après c'est vrai que l'agent, c'est plus comme avant, c'est plus l'agent qui trouve les contrats pour deux raisons. De un, maintenant avec Internet, si tu veux bosser avec quelqu'un, tu lui envoies un email, donc les réals ils vont directement à l'email. Et avant, forcément, l'agent, il allait à la chasse, tu vois. Bah là, maintenant, non, limite, l'agent, il est là pour gérer les contrats, gérer les trucs. Et si tu as un agent quand même, après, avec le prod, tu es un peu plus pris au sérieux. On se dit, ah, il y a quand même quelqu'un qui négocie, tu vois. Voilà. Donc, je dirais que l'agent, c'est bien pour ça. Et puis surtout, pour essayer de me dégager tout ce qui est contrat administratif, machin, et que moi, je fasse de la musique. Mais c'est vrai que les contacts, lui, il peut connaître des projets ou me dire ou aller en parler. Mais je n'ai pas encore eu de projet venu par un agent, moi. Moi, c'est venu soit parce que j'ai écrit et qu'on m'a dit « Ah, c'est chouette », soit parce que Réal est venu me dire J'ai envie », donc, ou à prod. Donc ça, bah, je continue à chercher un peu tout seul. Les score producers, j'en ai pas encore trop eu. Un petit peu, parce que un petit peu, mais j'en connais bien après, hein, j'en connais plein. C'est juste que les choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de gros films de cinéma produits par un score producer, en fait. C'est surtout là. Parce qu'en série télé, il n'y en a pas trop. Et en docu, court-métrage, tout ça, il n'y en a pas. Donc c'est clair que si je me retrouve chez Gaumont, j'aurais peut-être un score producer. Mais là, pour le moment, tu vois, je regarde les affiches dans mon bureau, mais je veux dire, c'était des films plutôt fragiles. Voilà, donc je n'ai pas encore été confronté. Mais j'en connais certains, on s'entend bien. Si je suis amené à bosser avec eux, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, c'est des personnes qui gèrent toute la musique d'un film, donc qui Ouais. choisissent le compositeur, qui négocient les droits pour les musiques préexistantes, Voilà, etc., donc qui ça, livrent la musique quasiment. c'est ça. Donc en Un général, score sur le producteur. compositeur, ils sont moins influents. Genre, ils vont pas dire au compositeur quoi écrire. Par contre, ils vont évidemment faire un retour dessus, puisqu'ils supervisent les choses. C'est eux qui, en effet, peuvent proposer un compositeur. Voilà. Et puis après, ils peuvent s'occuper de la partie prodexée, de la musique, l'enregistrement, tout ça. Enfin, tout ça. Parce que, effectivement, pour le moment, je fais un peu moi-même. C'est intéressant aussi d'avoir cette carte. De toute façon, comme pour tout, je trouve que si tu as tâté un peu des choses, même si après tu les fais plus, tu sais un peu comment ça marche. Donc j'aime bien mettre mes mains aussi dans la supervision d'enregistrement. Comme ça, je sais au moins un peu ce que je veux, comment ça se passe.
Mais voilà, je suis encore entre deux, c'est-à-dire que je pense que je suis quelqu'un où quand tu vois le CV de ça, tu dis, il a déjà fait des trucs, tu vois. Donc voilà. Et en même temps, je ne suis pas non plus Desplat ou Coulet qu'on va venir chercher sur le nom. Donc c'est-à-dire que voilà, je suis au milieu. Enfin, c'est déjà bien d'être au milieu, je ne suis plus au début. Mais c'est une carrière, ça se construit, faut un peu le temps, quoi. Hein. Je vieillis, je vais avoir 40 ans. Donc mais voilà, c'est comme pour tout, ça se travaille, ça se creuse. Et puis plus je fais des choses, plus j'ai des choses à montrer. Et voilà quoi. D'accord. Mm. Une dernière question dans les personnes présentes. Sinon, on va clore cette matinale. Hein, voilà, bon, sans regret. J'espère que ça vous a quand même plu. Ça vous a plu? Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Oui, Olivier fait un pouce. Je vois des pouces Johanna, en ouais. l'air, ça va. Ouais. Ça leur a plu, je pense. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup David Reyes pour nous avoir Merci à toi. accordé tout ce temps. Voilà, des petits C'était un saluts plaisir. aussi de Frédéric. Hein, c'était vraiment très agréable, très instructif, très riche cette matinale. Et on espère qu'elle sera relayée très prochainement et que plein de gens pourront en profiter de tous ces enseignements. Voilà, donc beaucoup de merci qui nous viennent. Très belle matinale, super, merci beaucoup. Merci Sylvain. Ah À bientôt. merci à tout le monde. Merci pour ce partage d'expérience passionnant. Le thème de Chou ne me quitte pas. Je le fredonne tous les jours depuis un an, nous dit Noémie. Voilà, voilà. tu es une fan. Hein. Pour terminer. Deuxième fan, on est tous fans. Voilà, bah, écoute, merci. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Hein. Je vous dis à bientôt pour une prochaine matinale. Il y en aura une au mois de janvier. Merci à Bertie qui m'a aidé à organiser cette matinale, qui s'occupait de tout ça. Bravo Bertie. Et puis, merci à toute l'équipe de la Maison du Film qui me soutient tous les jours pour qu'on procure le meilleur service à tous nos adhérents. Voilà, donc pour les non-adhérents, n'hésitez pas à nous rejoindre pour soutenir notre action et participer à d'autres matinales et à d'autres services de la Maison du Film. Confirme, c'est vraiment chouette. Hein. Voilà, merci beaucoup David, une nouvelle fois. Merci. Et à très bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Clôture. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.